Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans une parcelle en repousse de colza où il y a eu un déchômage. Actuellement, il fait vraiment très chaud, les sols sont secs, donc il n'y a pas d'attaque de limaces. Néanmoins, sous ce sol, il y a une forte présence de limaces qu'on peut trouver quand on fait des bêchers. Alors, forcément, on se pose la question, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas pour gérer les limaces? Est-ce que je dois détruire mes repousses? Est-ce que je dois rouler le sol? Il y a beaucoup d'avis contraires. On a eu la chance de pouvoir interviewer Marion Puisservert de 200 Gosses qui va répondre à toutes nos questions dès maintenant. Écoute, merci beaucoup Martin. Merci de nous permettre de faire ce webinaire. Effectivement, on a pas mal d'informations à partager autour de la gestion du risque limace. Une présentation qu'on a voulu assez pragmatique, hein, vous voyez le titre, Gérer les limaces, enfin le risque limace pour réussir les prochains semis. Vous êtes dans les moissons ou à l'approche des moissons. L'idée, c'est de bien comprendre qu'on peut être acteur dès maintenant. Donc moi, je suis Marion Puisservert, donc je suis effectivement responsable technique France pour la partie anti-limaces et anti-escargot. Et ça fait une petite vingtaine d'années bientôt que je travaille tous les jours sur ce sujet-là. Voilà, donc je suis contente de pouvoir partager cette expérience avec vous. Donc sans plus tarder, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur. Martin, est-ce que tu peux juste me dire si vous voyez l'écran dans l'intégralité, que c'est bon pour vous? Parce que j'ai laissé les petites fenêtres de vidéo pour moi en haut, mais pour vous, c'est bon? Alors, on voit l'écran dans son intégralité et toi, ta petite miniature avec ta caméra est en haut à droite. Ok, parfait. Très bien. Donc, par rapport donc aux surfaces cultivées et déployées, si on regarde, donc là, on remonte un petit peu d'histoire sur l'année dernière, qui a été une année particulièrement inédite. Donc, si on regarde à gauche, vous avez la partie colza, donc les surfaces semées étaient en recul de 4% à peu près, et les surfaces déployées, donc ça, c'est bien les surfaces traitées. On est sur les utilisations agriculteurs, hein, c'est un panel représentatif des utilisations. Et donc sur la partie colza, on a eu donc des traitements sur les colza donc semés en 2024 de plus 62%. Et si on regarde sur la partie blé, vous êtes à plus 189%, donc plus 7% de surface semée et plus 189% sur les surfaces déployées. Tout ça pour vous dire, et surtout pour remettre en perspective le ressenti que vous avez pu avoir enfin, sur la précédente campagne colza et céréales, avec sur les colzas des pressions qui étaient relativement faibles et par contre sur céréales une explosion des populations présentes notamment à partir du 10-15 octobre 2024. Voilà, donc une année particulièrement inédite, hein, avec des chiffres comme vous le voyez qui sont assez exceptionnels. Toujours dans les utilisations agriculteurs, donc l'automne 2024, il représente donc 2 900 000 hectares déployés, c'est-à-dire une surface qui a été traitée mais qui a pu être traitée plusieurs fois. C'est 123% de plus par rapport à 2023. Si on regarde la structure des solutions qui ont été utilisées, vous remontez donc jusqu'à l'automne 2016, jusqu'à l'automne 2024, et vous avez l'évolution en fait au cours du temps des solutions qui sont utilisées. Si on se focalise sur la partie 2024, vous voyez que les solutions CMR2, donc ça c'est les métaldéhydes, les formulations à base de métaldéhyde contenant une concentration supérieure ou égale à 3% de métaldéhyde, donc qui représente 20% des utilisations du marché l'année dernière. Le métaldéhyde non classé, donc c'est notamment un produit à base de métaldéhyde, donc est 2,5%, il représente 6%. Vous avez le double actif, donc notamment, c'est le seul aujourd'hui sur le marché, c'est toute la gamme Duo qui représente 40%. Et vous avez le marché de biocontrôle qui est à 34%, là, qui va regrouper en fait tous les phosphates de fer. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, vous voyez, hein, la baisse des CMR2 qui s'est amorcée notamment depuis 2021 avec le classement CMR des solutions contenant 3% ou plus de métaldéhyde. Et vous voyez que malgré des fortes pressions, on a quand même le méta qui est tombé donc à 20%, et on regardera tout à l'heure notamment en termes d'efficacité ce que ça donne. Maintenant, si on doit se placer sur le printemps 2025, donc ça, c'est des photos qui avaient été prises au printemps 2024, donc l'année dernière. En haut, vous avez une coupe donc avec, vous pouvez ajuster vos lunettes, mais c'est bien des limaces qui sont présentes là sur une coupe d'ensileuse en haut. Et devant, ici, c'est un porte-masse de tracteur. Donc vous vous rendez compte des populations. C'est des photos qui ont été prises en France et plutôt dans la partie nord de la France au printemps 2024.
Si on se décale un petit peu et qu'on regarde les résultats de l'Observatoire de Sangos, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ce sont les réseaux d'agriculteurs donc, qui placent des pièges tapis dans leurs parcelles et qui observent. Donc là, on a fait une compilation des piégeages qui ont eu lieu en maïs et tournesol. Donc sur 2024, vous voyez une année assez exceptionnelle, à la fois en termes de pluviométrie. Sur cet axe-ci, vous avez les pluviométries. Et ici, vous avez le nombre de limaces par mètre carré. L'observatoire de Sangos, donc ça existe chez De Sangos depuis 2003. Donc c'est une démarche qui comprend donc des agriculteurs bénévoles et piégeurs qui font des relevés dans leurs parcelles. On en reparlera tout à l'heure. Et par rapport au titre de la diapositive, une activité un peu plus dans la normale pour 2025, puisque si on replace l'année 2025, vous l'avez au milieu là où je bouge avec ma souris, donc une année enfin, voilà, où la pression du printemps est quand même nettement inférieure. Juste quand même pour planter le contexte de l'année dernière, on a eu quand même, pour vous donner des proportions, sur maïs et tournesol, on a eu environ 1,3 million d'hectares traités contre à peu près 550 000 en moyenne. Donc vous voyez déjà que ça fait un gros bond. Et là où on a eu le plus d'applications aussi, c'était sur la partie betterave, où on a eu plus de 100 000 hectares traités contre une moyenne annuelle qui va être aux alentours de 14 000 hectares. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte du marché anti-limaces, et notamment des tensions qu'il y a pu avoir sur l'automne dernier, c'est que bah, vous voyez les surfaces qui ont été traitées au printemps, eh bien, elles ont consommé des quantités d'antilimaces forcément beaucoup plus importantes et affecté les stocks pour la disponibilité de l'automne 2024. Si on doit résumer quand même, donc là on se remet bah, d'une façon beaucoup plus générale. Moi je dirais qu'on est quand même dans un contexte un peu inquiétant parce que par rapport à la gestion du risque limace, bah, aujourd'hui on a une grande majorité des agriculteurs qui ne piègent pas. C'est-à-dire qu'ils appliquent sans forcément trop savoir concrètement ce qui va se passer. On a des limaces encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit quand même dans une période relativement sèche, on a quand même ben voilà, un potentiel limace avec des limaces qui vont être en surface avec des œufs présents et qui vont donc offrir, notamment si vous avez après des relais avec des couverts végétaux, ben quand même une grande réactivité des limaces vis-à-vis des conditions climatiques. Et puis, si on fait un focus par rapport aux pratiques, en fait, on se rend compte que bah, au niveau des pratiques telles qu'elles sont aujourd'hui, il y a des voies d'amélioration, notamment avec, on va dire, une grosse proportion d'agriculteurs aujourd'hui qui traitent à la vue des premiers dégâts. On verra, on fera le lien avec la biologie. On verra que bah, quand on commence à avoir des dégâts, c'est qu'il y a déjà eu des consommations et en fonction de la capacité de consommation de ces limaces, eh bien, on peut être déjà avec un rendement qui va être particulièrement affecté. Ce rendement qui est affecté, ben, il se traduit comment? Par des agriculteurs qui réalisent notamment des traitements par précaution. Donc ça, c'est le terme politiquement correct que vous pouvez remplacer par application systématique. Donc on a quand même 30% des agriculteurs qui font des applications donc, systématiques. Ça peut répondre à une question notamment de disponibilité. On préfère voilà, mettre l'antilimace au semis, par exemple, de façon systématique, plutôt que de surveiller ou de devoir passer et peut-être trop tard. Et puis donc des dégâts qui vont se traduire aussi avec des ressemis. On a quand même sur l'automne dernier 30% des agriculteurs qui ont ressemé tout ou partie de leur culture. Et c'était aussi donc en 2023, donc 30% en 2024 et 17% en 2023. Mais il y a toujours une proportion chaque année d'agriculteurs qui sont obligés de ressortir le semoir. Voilà, et tout ça dans des prévisions saisonnières, si on regarde, qui sont plutôt annoncées chaudes et sèches, mais malgré tout avec un risque orageux prononcé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les limaces, évidemment, elles sont liées au retour des précipitations notamment. Donc, dès qu'on aura des orages, on a ce potentiel qui existe et cet héritage depuis l'automne 2023 qui est bien présent et qui pourrait ressortir. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que vous pouvez être acteur, notamment dans la réduction du risque limace à chaque étape et de façon précoce. Ce qu'on peut retenir de l'enseignement de l'année dernière, c'est que le produit seul ne suffit pas. Alors nous, ça fait des années qu'on en est convaincus, puisqu'on a structuré au niveau de la lutte anti-limace un programme qui s'appelle Programme Ciblage, qui est composé de 4 étapes, avec toute la notion d'anticipation et notamment de connaissance du ravageur. Vous allez pouvoir retrouver des informations dans le cadre des formations qu'on peut faire. Il y a différents modules, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé. Une étape capitale dans la lutte anti-limaces, c'est l'évaluation. Aujourd'hui, si on ne sait pas combien de limaces on a dans sa parcelle, si on a des juvéniles ou des adultes, comment voulez-vous mettre en place une stratégie qui soit pertinente? Moi, je fais souvent un parallèle avec le sport de haut niveau. Vous n'avez pas une seule équipe de haut niveau qui va préparer un match
essayer de gagner un match contre un adversaire sans avoir préparé sa feuille de match, savoir quels sont les joueurs qui vont bien, quels sont ceux qui courent vite, quels sont les points faibles, les points forts. Eh bien, nous, l'évaluation, notre match, on souhaite le gagner contre les Limaces et il faut qu'on sache en face de nous à qui on a affaire. Donc, on verra, on a plusieurs outils pour ça. Il y a les pièges, l'observatoire, le LimaCapt, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Ensuite, eh bien, évidemment, il faut choisir le bon produit. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que tous les appâts qui sont sur le marché ne se valent pas. On reviendra aussi rapidement sur les différents critères qui vont permettre de choisir le bon anti-limace. Et puis, étape ultime de la lutte anti-limace, c'est l'application. Souvent un peu négligée. Aujourd'hui, on a un parc matériel avec des épandeurs électriques centrifuges simples type de Limbe. Vous êtes probablement tous équipés. Voilà, ces épandeurs-là, ils ont plusieurs faiblesses et notamment la casse des granulés. Donc, aller appliquer l'anti-limace au bon endroit, à la bonne dose et de bonne qualité, c'est très important. Et après, vous avez d'autres outils à disposition. Donc, nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, il y a une grande marge de manœuvre quand même pour faire mieux, et notamment au travers de tous ces outils. Alors, comment on fait pour agir? Parce que là, aujourd'hui, donc, vous voyez, on est en période de récolte. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir en tête, en tout cas, que vous pouvez être acteur dès la récolte. Pour ça, on va définir donc une stratégie pertinente et adaptée. On va le voir comment, avec quels outils on peut le faire. Vous avez bien compris que suivre l'activité des limaces, forcément, ça va être un point capital dans la décision d'intervention, mais aussi dans la décision de sa stratégie, des doses, du positionnement qu'on va pouvoir réaliser. Toute une part de réflexion aussi sur la destruction des couverts. Est-ce que je détruis chimiquement? Est-ce que je détruis mécaniquement? Et puis des réflexions aussi sur les dates des semis que vous allez pouvoir réaliser. Ça aussi, on sait qu'une plante qui va se développer beaucoup plus rapidement sera moins sujette aux attaques de limaces. Mettre en œuvre la lutte alternative, on a la chance aujourd'hui d'avoir sur la partie limace une voie très importante de réduction des populations au travers du travail du sol, et ça, on a pu le quantifier dans les derniers travaux qu'on a pu conduire, notamment avec le LimaCapt. Il y a des études plus historiques qui existent sur le sujet. Et puis surtout, je vous le répète, mais installer la culture donc dans les meilleures conditions, gérer les populations de limaces en amont. Ça, c'est hyper important puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience que si on a aujourd'hui 63% des agriculteurs qui appliquent l'anti-limace à la vue des premiers dégâts, c'est en fait finalement ce qui est aujourd'hui leur première intervention en anti-limace pour lutter contre ce ravageur-là, ça devrait être normalement la dernière. Voilà, donc il va falloir remonter un petit peu en amont, embobiner le fil et comprendre qu'effectivement tout se joue dès la récolte. Alors de qui on parle? Quand on parle de limace, en France, on va parler principalement de deux espèces, donc Deroceras reticulatum, donc c'est la limace grise, la loche que vous avez l'habitude de voir, qui est une limace qui peut mesurer jusqu'à 7 cm. On la reconnaît assez facilement parce qu'elle a un grand manteau. Donc le manteau, c'est comme nous, la petite cape qu'elle a sur le dos, avec notamment un aspect moucheté que vous allez retrouver ici, avec notamment du marron. Ce qui est très important sur les limaces, c'est que vous avez ici donc les tentacules supérieurs. Au bout des tentacules supérieurs, vous avez les yeux. Alors, elles ne voient pas grand-chose et c'est pas ça qui va les orienter vers les cultures ou les appâts, mais à l'arrière de ces yeux, en fait, elles ont des récepteurs olfactifs et les limaces donc sont dotées du goût et de l'odorat et c'est vraiment ça qui va venir les orienter vers leur choix alimentaire. De l'autre côté, vous avez donc Arion hortensis, qui est la limace noire, donc une limace noire qui est de plus petite taille, qui a la réputation d'être souterraine, mais c'est surtout très lié en fait à ses capacités de déplacement, parce que c'est une limace qui va être d'une plus petite taille. Vous la reconnaissez par son manteau, vous voyez, qui est beaucoup plus rétréci. Et cette limace noire, donc, elle a la capacité de faire des attaques à la fois sur les graines et sur les feuilles. Alors, on dit souvent, j'ai des attaques sur graines, c'est limace noire. On verra que c'est pas si simple. Voilà, donc toutes les deux, limace grise ou limace noire, sont des limaces qui passent à la surface du sol et qui, toutes les deux, ont la capacité de faire des dégâts, donc notamment sur les graines dans les lignes de semis ou sur les feuilles à la surface du sol. Quand est-ce que les limaces sont actives? On va retenir une plage, pour faire rapidement, vous allez retenir une plage de 13-18 degrés, 75% d'humidité. Dans cette plage-là, c'est là où les limaces sont les plus actives et où elles sont dans des conditions qui leur vont très bien. Ceci étant, elles ont quand même la capacité à se déplacer, notamment avec des températures qui vont être beaucoup plus élevées. On voit ici par exemple 25 degrés. La seule contrainte qu'elles vont avoir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir de l'humidité et de l'alimentation abondante.
Donc vous allez me dire, humidité 25 degrés, quand est-ce que ça peut arriver? Ben, notamment sur des implantations de colza, un petit orage qui arrive, et on peut se retrouver dans cette équation-là. Donc là, ça veut dire concrètement que les limaces vont être en difficulté puisqu'elles sont sur des températures qui leur conviennent pas trop. L'humidité va compenser leur perte en eau et surtout, comme elles vont se déplacer, ben, elles vont aller chercher de l'alimentation abondante, donc notamment des petits colzas qui seraient en train de lever. Le froid en France ne va pas tuer les limaces, par contre, ça va ralentir leur activité. Elles résistent jusqu'à -4, -6 degrés dans le sol. Et les œufs de limaces vont résister également jusqu'à -11. Et on a une activité possible la nuit ou le jour. Dès qu'il fait 2 degrés, on a une activité qui va être possible et souvent elles arrêtent plutôt vers -5 degrés. Et elles sont intelligentes et elles sont dotées de capteurs que probablement c'est pas encore avéré par les scientifiques, mais de récepteurs barométriques. Quand on discute avec eux, on voit bien qu'elles ont la capacité à réagir à des stimuli climatiques, forcément, qui sont plus forts que ce qu'on pourrait faire, nous, avec de notre côté. Donc, le premier facteur de destruction naturelle des limaces, il faut comprendre que c'est la dessiccation. Donc, c'est vraiment l'exposition à des températures chaudes sur des limaces qui vont avoir très peu de capacité de mobilité ou des œufs. Et c'est là où on aura la plus grande destruction naturelle. Comment ça se déplace? Les limaces, elles se déplacent par nécessité. Elles ne se déplacent pas pour observer le paysage. Donc, elles ont des capacités de déplacement qui sont liées à leur taille. Une limace, elle peut parcourir à peu près jusqu'à 5 mètres en une nuit, mais on parle bien d'une limace qui va être adulte. Une limace qui est juvénile, qui fait la taille d'un vermicelle et qui fait 2 millimètres. Forcément, vous doutez bien qu'elle ne va pas faire 5 mètres en une nuit. Et vous comprenez bien aussi l'intérêt de savoir, notamment par le biais de l'évaluation, si on a affaire à des juvéniles ou à des adultes pour adapter la dose qu'on va pouvoir mettre et puis surtout le positionnement du produit. Ensuite, elles ont la capacité donc à coloniser de nouvelles parcelles. Vous l'avez sans doute tous vécu, une parcelle d'automne qui était avec des cultures de colza qui se sont bien développées, une parcelle qui jouxte avec un tournesol qui est en train d'arriver. Les premiers rangs, souvent, ils sont souvent attaqués parce qu'effectivement, la limace a la capacité de s'orienter pour aller chercher de la nourriture qui lui conviendrait mieux. Donc, connaître les capacités de déplacement des limaces, effectivement, permet de mettre en place une lutte qui va être adaptée. En termes d'alimentation, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les limaces sont dotées du sens du goût et de l'odorat. Ça, c'est hyper important puisque c'est vraiment ce qui va les orienter, notamment pour faire des dégâts sur les cultures. Donc, elles ont un régime alimentaire très opportuniste. Elles sont capables de faire concrètement tout leur cycle de vie, même si elles n'ont pas de matière fraîche à consommer. Par contre, ce qu'on va retenir en termes des travaux qu'on a pu mener sur leur capacité à consommer, une limace en une nuit, elle peut manger l'équivalent de 5 à 6 plantules de colza ou de tournesol et 2 plantules de blé ou de maïs au stade d'une feuille. Donc, vous comprenez bien que par rapport, notamment sur du tournesol, si une seule limace a la capacité de manger 6 plantules en une nuit, quand on a des densités à 7 ou 8 plantes par mètre carré, vous comprenez qu'en une nuit, votre parcelle, elle peut être complètement détruite ou très affectée. Quand on regarde les travaux sur les couverts végétaux ou sur les espèces les plus appétentes pour la partie limace, on se rend compte que c'est le trèfle. C'est quand elles ont la capacité à consommer du trèfle qu'en fait on va avoir des limaces qui vont se développer le plus rapidement possible et elles ont aussi une capacité de ponte qui va être augmentée. Donc quand vous avez des couverts à base de trèfle, et des fois que vous ne le voyez pas lever, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit consommé par les limaces. Donc les limaces, très opportunistes en termes de régime alimentaire. On entend souvent, si elles sont habituées à manger une chose, est-ce qu'elles vont rester là-dessus? Bon, ça c'est dans la théorie. En pratique, elles ont la capacité à consommer à peu près tout. Leur rôle dans le sol, c'est d'être des détritivores. Donc effectivement, elles vont dégrader une première partie de la matière organique qui sera après reprise par la partie vers de terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, entre consommer de la matière organique et puis une plante fraîche qui est en train de lever ou de germer, vous aurez compris que le choix pour les limaces et les escargots, il est vite fait. En termes de cycle de vie, donc on va s'intéresser en haut, vous avez le cycle de vie qui correspond donc aux limaces noires. Les limaces noires, donc Arion hortensis notamment, va faire un seul cycle par an. C'est aussi pour ça qu'on en voit quand même moins des limaces noires. C'est des limaces qu'on va plutôt croiser sur la fin de l'année. Donc, un cycle de vie, ça veut dire qu'elles sont plus sensibles aussi. Si vous arrivez à mettre en place dans votre rotation, notamment une rotation culture d'automne, culture de printemps, il y a quand même assez peu de chances que vous soyez embêté avec des limaces noires. Par contre, si vous avez des successions
de rotation avec des cultures d'automne, ben, vous allez permettre sur un cycle relativement long de la culture de permettre à la limace de faire aussi son cycle de vie à l'intérieur. Pour la limace grise, il y a eu une thèse donc, dans les années 90 qui a établi que théoriquement, on avait 2 cycles en fait, par an, un plutôt au printemps, un plutôt à l'automne. Et on se rend compte qu'en année favorable, donc, il y avait 2014, il y a eu une étude où on a eu un petit peu plus de 3 cycles dans l'année. Mais si on prend 2024, concrètement, on a eu à peu près pareil, entre 3 et 4 cycles par an. Donc des limaces qui vont se développer très rapidement, qui vont avoir la capacité à faire des dégâts évidemment. Et puis c'est surtout quand on se retrouve sur les capacités de ponte, ben, une limace elle a la capacité à pondre de 150 à 300 œufs, elle les met pas tous au même endroit. La fécondation, elle est croisée, même si les limaces sont hermaphrodites, donc il faut quand même une fécondation croisée, et c'est surtout que chaque limace va aller pondre dans son coin de 150 à 300 œufs, donc vous comprenez bien, si on regarde dans le rétroviseur, que pluie depuis l'automne 2023 conduit à une année 2024 particulièrement compliquée pour la gestion, notamment du nombre de limaces qui ont pu être observées. La durée de vie totale, on est plutôt sur une durée de vie donc, de 8 à 13 mois pour l'ensemble des limaces à l'état naturel. Voilà pour la partie biologie. Martin, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là ou si tu avais des remarques particulières. Quelques questions, mais je te propose qu'on les aborde à la fin de ta présentation parce que je pense que tu vas en répondre à une partie de ces questions par la suite. Très bien. Bon, mais parfait. Donc, on continue. Donc pour la partie biologie, l'idée c'était de dresser un petit peu rapidement, bon ben voilà comment vivent, qu'est-ce qu'elles mangent, comment elles se reproduisent, et puis ben vous avez compris que l'étape 2 c'est l'évaluation des populations. Donc là on va déterminer entre guillemets notre feuille de match. Quels sont mes adversaires? Est-ce que j'ai des juvéniles, des adultes? Est-ce qu'elles courent vite, elles courent pas vite? Et pour ça, ben, il n'y a pas 50 outils possibles, il faut vraiment observer. Donc l'observation, on peut la faire à 3 niveaux. On peut déjà demander des pièges tapis, donc c'est ce que vous avez à gauche ici avec des kits de piégeage. Sachez que bah, nous, de Sangos, on en distribue assez facilement. Donc, si vous souhaitez faire de l'observation chez vous, n'hésitez pas à revenir soit vers des interlocuteurs de Sangos locaux, soit vers Martin qui fera le relais vers moi, enfin peu importe. En tout cas, toutes les bonnes volontés pour faire de l'observation, nous, on cherche à les encourager, donc n'hésitez pas. Ce que les pièges tapis, donc on dispose, vous voyez, ces sortes de bâches donc, sur le sol. Et l'objectif, c'est de faire une visite 1 à 2 fois par semaine pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la parcelle. Ce qu'il faut comprendre avec ce type de piège, c'est qu'on va être le reflet de ce qui s'est passé pendant la nuit, puisque c'est un piège qu'on va relever le matin et qui est encore représentatif de ce qui s'est passé dans la nuit quand on est à peu près dans les 2 heures après le lever du soleil. Donc ça va nous faire une photo à un instant T. Si vous avez eu des conditions sèches pendant 10 jours, quand vous allez relever vos pièges, même si vous humidifiez le piège, vous aurez 0. Ça ne veut pas dire que le risque est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de limace active à la surface du sol. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on commence ce dispositif de piégeage-là. L'idée, c'est de le commencer au moins 3 semaines avant les semis pour justement croiser des conditions climatiques plus ou moins favorables à la partie limace. Si vous ne souhaitez pas piéger, mais que vous souhaitez savoir quand même ce qui se passe sur votre secteur, vous pouvez vous appuyer sur les résultats de l'Observatoire de Sangos. Donc, c'est les réseaux d'observateurs que nous animons au niveau de l'entreprise et on fait ça depuis 2003. Donc, on a des observateurs et peut-être que dans le public qui regarde la vidéo aujourd'hui, on a des participants à ce réseau. Donc, sachez que ce sont des agriculteurs volontaires. Donc, c'est le réseau des pièges tapis, mais qui est animé donc, par De Sangos et les résultats donc, sont mis à disposition gratuitement sur le site Observatoire de Sangos et vous pouvez y avoir accès donc, juste en vous inscrivant. Donc, vous allez retrouver Observatoire de Sangos sur le site donc anti-limace de sangos.fr. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Si vous ne souhaitez pas vous-même piéger chez vous, vous pouvez quand même savoir si la tendance est à la hausse ou à la baisse, en sachant qu'on a des réseaux qui sont actifs sur maïs, tournesol, colza, blé, et on a aussi un réseau en pommes de terre dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc ça, c'est les pièges tapis. Et après, en fait, on a regroupé, on a voulu lever la contrainte en fait, de l'observation au champ pour automatiser tout ça. Et on a développé donc le LimaCapt, qui est un capteur automatique qui permet de faire donc les relevés tout seul dans la parcelle et surtout de fonctionner toutes les nuits et donc d'avoir des recommandations quotidiennes. On y reviendra tout à l'heure. Donc, être acteur dès la récolte, donc vous retrouvez une frise ici qu'on va retrouver après un peu comme un fil d'Ariane sur l'ensemble de la présentation. Vous voyez que vous avez peut-être pas tout à fait conscience que pour les limaces, le jeu il commence effectivement dès la moisson.
Et on va avoir en fait différentes étapes où on va pouvoir lutter contre les limaces et mettre en œuvre différentes stratégies pour arriver du coup à ce que notre culture elle soit pas détruite par les limaces. Les pièges, je vous en parle rapidement. Donc les pièges tapis, donc vous avez aujourd'hui différents types de pièges, certains qui sont distribués par Certis, d'autres par Fit Europe. Alors nous, on a donc les pièges, ce qu'on vous propose, enfin pour ceux qui seraient intéressés de vous équiper, donc c'est des pièges qui font 50 par 50, on en donne 4. L'idée, c'est d'avoir une représentation au mètre carré pour pas avoir d'interprétation, enfin des résultats. C'est vraiment une somme des limaces à un instant T. Une couche aluminium pour refléter le soleil, une couche aquanape à l'intérieur, c'est une sorte de tapis qui va venir retenir l'humidité. Un piège, il va retenir 1,4 kg d'eau. Et puis, vous avez un plastique micro-perforé noir qui va être contre le sol. Et le fait qu'on ait donc cette aquanape et ce plastique micro-perforé, eh bien, on va avoir des échanges par capillarité entre le piège et le sol qui vont permettre le matin aux limaces d'aller se cacher. Donc là, vous voyez, on est dès après la moisson, hein, et notamment je pense que c'est important aujourd'hui de vraiment avoir cette notion de après-moisson. C'est comme pour les semis de couverts végétaux, on veut profiter aussi de l'humidité qu'on peut avoir juste post-moisson pour bénéficier encore de l'activité des limaces qui sera en surface. Parce qu'évidemment, vu le contexte climatique qu'on a en ce moment, et la sécheresse notamment, les limaces elles vont chercher à s'enfouir dans le sol. Et si on démarre peut-être un petit peu après, on risque de ne pas les voir ou il faudra attendre le retour des pluies pour pouvoir les constater. Donc, profitez de cette juste après moisson, vous mettez les pièges, vous regardez ce que ça donne et ça permet de mettre en place une stratégie qui va être hyper pertinente. Donc, on est toujours avec l'observation avec les pièges tapis. Je vous ai parlé de l'observatoire. Je vous ai dit donc que effectivement, on faisait des piégeages donc sur les différentes cultures. Le colza, donc on va commencer la partie observatoire à partir de la fin juillet, hein. Encore une fois, on est dans cette perspective de 15 à 20 jours avant la date des semis de la culture. Et pour le blé, les réseaux nationaux commencent à partir de mi-septembre. On a toujours un échelonnement en fonction des régions, puisque toutes les régions ne s'aiment pas en même temps. On essaie d'être le plus adapté possible. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez aller consulter les résultats, soit vous pouvez être contributeur aussi, évidemment. Si vous souhaitez rejoindre le réseau, il n'y a pas de problème. Mais si vous souhaitez juste consulter les résultats, vous pouvez aller faire un tour sur le site. Je passe rapidement. Juste, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats une fois qu'on fait du piégeage avec piège tapis? Super, on fait des pièges et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous voyez qu'on a des seuils d'intervention en pré-semis, c'est-à-dire on est vraiment avant les semis. Pour les colzas, vous voyez que si vous détectez 5 limaces par mètre carré, il serait intéressant de pouvoir mettre en œuvre de la lutte alternative, puisqu'on est très en amont des semis, donc c'est pour ça que vous voyez le tracteur. Vous avez la possibilité de faire du travail du sol pour réduire les populations de limaces, ou si vous souhaitez plus travailler le sol, vous avez la possibilité de démarrer vos applications d'anti-limaces. Donc les seuils, 5 limaces en pré-semis par mètre carré. Et pour les blés, comme c'est une culture qui est quand même un petit peu moins sensible, vous avez un petit peu plus de marge puisque le seuil est à 10 limaces par mètre carré. Donc là, attention, on est vraiment en pré-semis. Ce qui est important toujours, c'est d'adapter, c'est ce que vous avez sur la droite, c'est d'adapter la quantité d'antilimaces que vous allez appliquer, encore une fois, à votre adversaire. Si vous avez une petite équipe, vous pouvez vous permettre, comme on est très en amont des semis, d'appliquer une petite dose. Par contre, si en face de vous, vous avez une équipe bien structurée, il ne faudra pas trop lésiner sur la dose à appliquer non plus. Et puis, si vous avez des limaces juvéniles, vous vous rendez compte que dans vos pièges, vous avez des limaces juvéniles qui donc vont avoir des capacités de déplacement qui vont être limitées. Si on veut favoriser la chance de rencontre entre le granulé et la limace, il ne faudra pas non plus trop jouer sur les doses et être plutôt sur des doses qui vont être relativement importantes. Donc, vous comprenez bien vraiment l'intérêt de connaître les populations de limaces que vous allez avoir en face de vous. Autre outil, on en a parlé, donc c'est le LimaCapt. Donc, pourquoi on a développé le LimaCapt au niveau de 200 gosses? Eh bien, simplement parce qu'on s'est rendu compte que depuis 40 ans, on fait beaucoup d'améliorations sur la partie APA avec une certaine optimisation en termes d'efficacité, de rapidité d'action. On est sur des formulations qu'on va juger optimisées en termes de balistique, de tenue à la pluie. Et on s'est dit quel était le levier en fait qui allait pouvoir nous permettre de maximiser l'efficacité des produits. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, par l'étude, notamment du positionnement des antilimaces, on s'est rendu compte que là, ce que vous avez vu tout à l'heure, mais il y a quand même une grosse marge de manœuvre et de progression, notamment sur l'amélioration du positionnement. En même temps, il y a une certaine logique. Si on ne surveille pas, on ne sait pas qui on a. On place le produit un peu par habitude ou par commodité et ce n'est pas forcément le meilleur moment. Et là, on se rend compte qu'en améliorant le positionnement, il y a quand même de grosses économies à faire à la clé.
Juste pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, le LimaCapt, c'est un projet qu'on travaille depuis une dizaine d'années dans l'entreprise. L'objectif, je vous l'ai dit, c'était de mettre au point donc un capteur automatisé qui permette de faire la surveillance dans les parcelles. On est parti d'une preuve de concept, hein, vous voyez, un appareil plutôt archaïque avec est-ce qu'on peut faire des photos dans un champ la nuit et capter des limaces. Donc, on a eu différentes phases de développement pour arriver aujourd'hui à la fois à un capteur, mais également à un service, puisqu'on s'est rendu compte que le capteur était très performant, tout le monde est capable de prendre en photo pendant la nuit tous les objets qui peuvent passer sous une scène. Mais la difficulté, c'est qu'on voit beaucoup plus de choses qu'avec des pièges tapis, et donc un nombre de limaces qui peut être des fois un petit peu plus important. Et donc, l'outil pourrait se retrouver un peu contre-productif parce que on le verra tout à l'heure, il y a des exemples où on voit des populations de limaces à 250 limaces 3 semaines avant de semer. Bon, n'importe quel agriculteur qui aurait vu 250 limaces dans ses pièges tapis, il aurait forcément sorti les pendeurs. Voilà, donc nous, on est plutôt sur la mise en avant à ce moment-là de la lutte alternative pour ceux qui souhaitent toujours travailler le sol. Voilà, donc un capteur qui est composé donc de 3 éléments. On a le capteur avec la prise d'image qui va être faite pendant toute la nuit. On voulait que tout soit fait de façon embarquée sans que ça remonte via d'autres serveurs. Donc, vous avez un micro-ordinateur et tout se fait in situ dans la parcelle. Le matin, ça remonte sur l'interface, donc le nombre de limaces, ça mouline. On a créé à peu près 250 arbres de décision. Et donc, tous les matins, la donnée d'entrée remouline dans l'arbre de décision et vous avez la recommandation d'intervention ou pas, enfin, en tout cas, la recommandation qui va s'afficher sur l'interface. Je vous la montrerai tout à l'heure. Quand on regarde en termes de timing, on est toujours en amont des semis. Moi, j'aimerais bien insister un peu quand même sur l'impact du travail du sol. Alors, travail du sol, on peut avoir de tout, hein, mais quand vous regardez donc les études qu'on a de disponibles, donc ça, c'était des études qui avaient été menées dans le cadre de l'ACTA et notamment du projet Résolim, qui établissait en fait qu'un agriculteur qui va être en semi-direct, il va avoir 5 fois plus de limaces qu'un agriculteur qui va être en labour. Et un agriculteur qui est en semi-direct va avoir 3 fois plus de limaces que quand il est en travail superficiel. Attention, c'est pas parce qu'on a 3 fois plus ou 5 fois plus de limaces qu'on a 3 fois ou 5 fois plus de problèmes. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais par contre, ça s'explique simplement parce que quand on va venir simplifier le travail du sol, on a un horizon en fait de sol qui va globalement, même si on a une bonne structure, mais qui va se refermer. Alors que concrètement, quand on fait un labour sur 25 centimètres, comme les limaces ne forent pas le sol, elles auront une profondeur de sol de 25 centimètres dans lequel elles vont pouvoir être plus diluées. Donc forcément, en semi-direct, on capte beaucoup plus de limaces à la surface du sol, puisque toutes ces limaces qui étaient potentiellement diluées dans le sol vont remonter dans les premiers centimètres. Ça, c'est hyper important aussi parce que si elles sont remontées dans les premiers centimètres, alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que vous offrez en semi-direct des températures qui vont être tamponnées, de l'humidité aussi qui va être toujours un peu présente. Il y a toujours des résidus, souvent de culture, qui vont permettre de fabriquer, entre guillemets, des abris pour les limaces. Donc, les limaces, elles vont se retrouver, comme elles ne forent pas le sol, dans les premiers centimètres du sol, à l'abri, et donc elles vont être beaucoup plus nombreuses. Mais ça veut dire aussi qu'elles vont être beaucoup plus réactives par rapport aux conditions climatiques et notamment en cas d'orage, les limaces vont avoir la capacité à ressortir beaucoup plus rapidement si elles sont sur un horizon de sol relativement faible que si elles sont dans 25 centimètres de sol. Le temps qu'elles remontent, forcément, c'est un petit peu plus long. Voilà, donc grande réactivité aussi des limaces en semi-direct, donc il faut faire attention. Les derniers travaux qu'on a pu mener dans le cadre du LimaCapt, notamment sur la partie réduction du travail du sol, on a fait des études et on se rend compte que n'importe quel travail du sol, et même le semis, va représenter grosso modo une réduction en moyenne de 75% des populations dans les 4 jours après avoir effectué ce travail du sol ou l'opération de semis. Et ça, c'est hyper important dans la réflexion, c'est-à-dire que travailler le sol, ça veut dire passer un petit coup de rouleau, par exemple, ça peut être avant-après. Si avant de semer, on gagne déjà 4 jours, et si après semer, on gagne aussi 4 jours en termes de réduction des populations, et que le climat nous aide un peu, on peut être sur carrément des stratégies d'évitement, c'est-à-dire on évite d'appliquer de l'anti-limace à ce moment-là, et puis on peut avoir réduit ces populations de limaces avec uniquement un passage de rouleau. Donc on le verra tout à l'heure, il y a un grand intérêt à pouvoir, voilà, même si vous êtes en semi-direct ou avec du travail très très simplifié, vous avez probablement tous des rouleaux, ça peut être des rouleaux hacheurs aussi. Enfin voilà, il faut être un peu filou, je dirais, vis-à-vis des limaces, et en tout cas imaginer pouvoir exploiter ces outils. Donc le travail du sol, qu'est-ce qu'il va faire? L'idée, ça va être de le faire pendant un temps sec. Pourquoi? Parce qu'on va venir exposer les œufs et les petites limaces donc à la dessiccation, perturber le milieu de vie.
Je vous ai dit, effectivement, les limaces ne forent pas le sol, donc si vous le perturbez leur milieu de vie, bah, elles vont être un peu perdues. On va détruire mécaniquement des limaces qui pourraient être blessées. On va venir déstructurer les grappes d'œufs, ça c'est hyper important, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais une grappe d'œufs, donc c'est à peu près 30 œufs. Il suffit juste que la grappe soit déstructurée pour que les œufs ne soient plus viables. Donc ça, c'est un levier hyper important aussi. Et vous vous rendez compte que, voilà, avec ne serait-ce qu'un petit gratouillage léger, on peut arriver à faire ce genre de choses-là. Erstapaille, très bon outil aussi, hein, donc pensez-y sur notamment sous cette phase d'été, juste après la récolte. Et après, passer le rouleau, bon, mais ça, je viens de vous le dire, donc forcément, ça peut se faire avant de semer, mais aussi après. Voilà sur la partie lutte alternative. On passe à la partie 3. Martin, pareil, je déroule. Oui, tout à fait. J'ai des questions qui s'accumulent, mais en fait, tu réponds à une partie au fur et à mesure, donc on fera le tri à la fin, si ça te convient. Ok, parfait, très bien. Donc là, on arrive dans la stratégie, donc dans choisir le bon appât. Alors, ben, pour vous, c'est quoi le bon appât? Déjà, c'est pas forcément évident de savoir aujourd'hui quand on achète des produits qui vont d'un prix du simple au double, pour comment on sait si c'est un bon appât ou pas forcément le prix qui va faire la qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment en fait que mettre au point un appât, et notamment un appât de qualité, c'est celui qui va avoir en fait un équilibre sur l'ensemble des critères. On parle de quoi? On parle de résistance à la casse. Donc là, c'est notamment puisque bah, ces granulés, ils vont être destinés à être appliqués notamment par la voie centrifuge ou via des microgranulateurs avec des cannelures. Donc on a quand même besoin d'avoir une bonne résistance à la casse. Une bonne résistance au délitement, donc ça va être la résistance à la pluie. Donc le process de fabrication et notamment la sélection des matières premières vont venir conférer à l'appât une partie de la résistance, notamment à la pluie. Bien calibré pour la balistique, donc ça c'est quand même un gros débat aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a un débat entre la notion de nombre de granulés par mètre carré et puis de balistique. Sous-entendu, et je refermerai la parenthèse après, c'est que si on a un appât qui est en granulométrie, plutôt 60 000 granulés par kilo par exemple, c'est un appât qui va permettre d'aller bien loin en termes d'épandage. Donc on va faire un 24 voire 28 mètres en fonction de la forme de l'appât. Mais par contre, ça veut dire que le nombre d'appâts que je vais avoir par mètre carré va être réduit. Donc on parle de nombre d'impact, souvent quand on discute avec vous, nombre d'impact par mètre carré. Ce qui va être intéressant, c'est justement d'aller travailler après ce qu'on appelle les propriétés biologiques. En fait, de ce côté, vous avez les propriétés mécaniques ou physiques de l'appât. De l'autre côté, on va avoir les propriétés biologiques. Donc, si j'ai un nombre d'appâts par mètre carré qui est réduit, eh bien, je vais venir travailler sur la notion dans la recette, notamment d'attractivité. Vous l'avez vu, les limaces, elles savent s'orienter pour aller vers des choses qui leur plaisent bien. Donc, l'idée, ça va être dans la formulation de l'appât, d'intégrer des attractifs qui vont permettre d'orienter en fait les limaces et surtout de sortir de ce débat du nombre de granulés par mètre carré. Parce que si vous voulez faire un bon épandage, notamment sur des grandes largeurs, vous n'avez pas le choix, il faut être au moins sur un 60 000 granulés par kilo. Et après, à ne pas confondre entre attractivité et appétence. L'appétence, ça va être la capacité de la limace à consommer l'appât. Je vous rappelle qu'on y reviendra après, mais sur la partie substances actives, on est sur des substances actives qui agissent par ingestion. Donc la limace doit détecter l'appât. Une fois qu'elle l'a détecté, elle doit consommer et surtout elle doit consommer sa dose létale. Parce que si elle ne consomme pas sa dose létale, eh bien, elle a la capacité à détoxiquer. D'accord? Donc vraiment, deux enjeux en fonction des matières actives sur la partie appétence. Quand je travaille avec du métaldéhyde, il me faut une recette qui fasse en sorte que la limace puisse consommer sa dose létale sans se rendre compte qu'elle s'intoxique. Et à l'inverse, sur un mode d'action du phosphate de fer qui va être un petit peu plus lent, sur cette question d'appétence, il faut absolument que je mette en symptôme rapidement les limaces pour éviter qu'elles surconsomment les granulés. Les modes d'action, donc on va en parler. Donc vous avez donc d'un côté le métaldéhyde, alors ça c'est hyper important, qui va agir de façon de destruction cellulaire, c'est-à-dire qu'il vient exploser le métaldéhyde, il explose les cellules qui produisent en fait le mucus, et ces cellules qui produisent le mucus, elles sont situées sur la peau et sur le système digestif. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fonction de la matière active que vous allez utiliser, vous allez avoir une mise en symptôme des limaces qui va être complètement différente. Une limace intoxiquée au métaldéhyde, vous l'avez tous vu, c'est des grosses traces de bave partout dans les champs, facile à voir, une limace qui va se dessécher, et c'est vraiment ce mode d'action qu'on va voir. De l'autre côté, on a le phosphate de fer qui, lui, agit en fait comme un blocage de la digestion. Donc là, en fait, vous êtes sur le repas du dimanche après-midi, sauf que la limace, du coup, elle va être vraiment en indigestion, c'est-à-dire que quand elle ingère du phosphate de fer, le phosphate de fer vient se bloquer en fait au niveau de sa glande digestive et de l'intestin, et ça va perturber donc son métabolisme du calcium, ce qui conduit en fait
a une indigestion, elle est plus capable en fait de manger ou de digérer quoi que ce soit. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en termes de symptômes, vous n'allez pas du tout avoir le même symptôme que ce que vous allez avoir avec du méthaldéhyde. Une limace intoxiquée au phosphate de fer, ça va être une limace léthargique. Alors vous allez me dire, c'est quoi une limace léthargique? Bah, c'est une limace qui a l'air de faire la sieste ou qui n'a rien à faire quand vous allez vous balader dans une parcelle, par exemple, un après-midi, où les limaces, elles ont quand même principalement une activité nocturne, vous allez trouver des individus à la surface du sol qui n'ont pas forcément les tentacules déployés et qui vont être un peu posés comme ça. Voilà. Donc vous, si vous ne faites pas attention, vous dites, bah, je vois les appâts, ils sont un peu consommés ou ils ne sont pas consommés, et puis je vois toujours des limaces à la surface du sol. Donc vous pouvez penser que le produit n'est pas efficace. En revanche, quand elles sont en symptômes de léthargie, bah, vous les voyez à la surface du sol, elles ne sont pas actives, mais par contre, elles sont présentes. Voilà, donc ça, c'est hyper important parce que bah, souvent, le phosphate de fer, on dit qu'il peut être lent d'action et on verra que ce n'est pas forcément le cas de toutes les formulations. Donc, dans le domaine du phosphate de fer, il y a un peu de tout en termes de qualité de produit. Eh bien, là, on pourrait tordre un petit peu le cou aux idées reçues, puisque vous voyez ici, effectivement, les principaux arguments qu'on a, c'est le phosphate de fer ne fonctionne pas, en forte pression, il faut du méthaldéhyde. Bon, nous, on a conduit de nombreux essais. Le plus récent, c'est un essai indépendant hein, qui a été réalisé par InVivo. Vous retrouvez donc sur cet axe ici la mortalité qui est traduite par les chiffres que vous avez ici, les classements statistiques. Et vous retrouvez donc les niveaux de, enfin comment on appelle ça, les pas de temps d'observation. Donc J+1, c'est le vert clair. 2 jours après application, c'est le vert un petit peu plus foncé. Et au fur et à mesure, vous avez J+8, J+6 et J+8. Ces essais, ils sont conduits en cage, donc en conditions qu'on appelle semi-contrôlées. C'est-à-dire que vous allez suivre une méthode, donc ça c'est la méthode qui est reconnue au niveau national. Vous allez introduire un nombre de pieds, enfin de plantes à protéger. Donc là, en l'occurrence, c'était 15 pieds par mètre carré, puisqu'une cage fait 1 mètre carré. On va mettre, selon la méthode CEB, 20 ou 25 limaces par mètre carré aussi, et surtout 4 répétitions pour avoir des résultats statistiquement assez solides. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez les spécialités commerciales du marché avec les doses auxquelles ils ont été testés. Donc ça, c'est hyper important parce que vous avez quand même un effet, vous voyez que tous les produits n'ont pas été testés à la même dose. Et puis, vous retrouvez notamment les Litox B, donc notamment pour il me faut du méthaldéhyde. Ça, c'est un produit 5% méta que vous pourrez trouver avec d'autres noms commerciaux. 5% méta, vous voyez, on ne s'attend pas à ce qu'après 8 jours après l'application du produit, on soit à 16% d'efficacité. D'accord? Donc ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, vous avez notamment sur ces formulations-là, dans la qualité de fabrication, les limaces ne consomment pas en fait la dose létale, ce que je vous disais tout à l'heure, puisque c'est du méta. Elles arrêtent de consommer, donc les granulés restent bien présents à la surface du sol. Par contre, elles ne les consomment pas. Elles vont aller consommer la culture. Et puis, à J+8, vous avez un niveau de mortalité qui n'est pas du tout satisfaisant. Voilà, donc, et après, vous retrouvez donc les références, notamment l'Iron Max, où à J+8, vous êtes à plus de 80% d'efficacité pour une dose à 4 kg. Voilà. Donc là, attention, parce qu'on est quand même dans le meilleur des mondes, hein, on n'est pas au champ. Le meilleur des mondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une population de limaces qui ne bouge pas. Ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Là, il y a 20 limaces qui sont introduites pendant tout l'essai, il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. Dans les champs, entre un jour et un autre, vous n'avez pas une population qui va être constante. Et puis, c'est surtout qu'en plus, les produits sont appliqués à la main. Donc, ça veut dire qu'il y a zéro efficace sur la partie produit et qui peut introduire forcément un biais quand on part après en utilisation au champ. Voilà, donc tordons quand même le coup aux idées reçues. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, même en travaillant avec des solutions à base de phosphate de fer, on peut aller chercher des efficacités qui peuvent être intéressantes. Et là, c'est quand on passe au champ, donc c'est des travaux qu'on a menés avec le LimaCapt. Donc on a regardé donc là, c'est juste sur les graphes que vous avez ici en haut, ce sont des exemples. Vous voyez, là, on est sur des implantations d'automne. Donc ici, pression 16 limaces par mètre carré. Jour d'application du produit, dès le lendemain, j'ai une réduction d'activité pour tomber sur des niveaux qui vont être très bas. Et de l'autre côté, là, pareil, on est avec des CMR2, donc une population de limaces qui, certes, n'est pas identique puisqu'on est au champ, mais on est à 9 limaces. Et vous voyez que 3 jours après application, j'ai une réduction des populations qui va être très limitée. Quand on fait la moyenne à 3 jours après application, sur les 60 parcelles qu'on avait dans le cadre de cette étude-là, on voit qu'Ironmax, il va nous permettre d'aller chercher une réduction des populations de l'ordre de 70%, quand en face, avec des métallèdes CMR2, on va avoir des réductions qui vont être beaucoup plus limitées. Vous voyez très bien que c'est en lien avec les essais qu'on peut faire en cage. On se rend compte qu'au champ, alors vous allez me dire 70%, c'est énorme. Oui, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes critères.
sur la diapo précédente, on était sur de la mortalité. Ici, on est sur de l'activité captée sous le LIMACAPT. C'est-à-dire que des limaces qu'on va avoir mis en état moribond, par exemple, qui ne sont pas encore comptabilisées comme mortes, mais qui sont moribondes, bah, du coup, seront forcément comptées en termes de réduction d'activité. Mais ça veut dire que si j'en compte moins, bah, ça veut dire que j'ai aussi moins de possibilités d'attaque sur les cultures. Voilà, donc ensuite, par rapport à la partie efficacité, donc vous avez déjà quelques informations. Ensuite, on se pose souvent la question de savoir quand est-ce que je peux faire une application localisée ou en mélange à la semence. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a vraiment des critères techniques pour répondre à cette question-là. Donc on arrive effectivement au moment du semis, hein. Donc au semis, si j'ai un sol moteux, si j'ai la présence de paille, de résidus végétaux, des lissages en fond de raie de semis, ça peut arriver aussi. L'autoroute à limaces, vous connaissez tous, on passe en conditions un petit peu humides, bah, du coup on a forcément, on va dire les disques ou la dent qui peut marquer un peu. Si j'arrive pas à faire de la terre fine et à bien appuyer le sol, les limaces, elles vont profiter effectivement de cette autoroute à limaces. Et l'objectif, donc, sur l'autoroute, ça va être de venir mettre des petits télépéages, donc des petits granulés bleus qui vont permettre aux limaces de s'arrêter et d'arrêter de consommer les graines. Et après, évidemment, bah, si j'ai des sillons qui sont mal refermés, j'ai un risque d'accessibilité des limaces aux graines, donc ça justifie effectivement de pouvoir faire une application soit en localisé, soit en mélange avec la semence. Pour ça, qu'est-ce que j'ai comme solution? Vous avez soit la trémie MX qui a été développée pour faire un mélange instantané entre pas les limaces, pardon, l'antilimace et les graines, qui va permettre effectivement de faire un mélange homogène. Et après, en localisé, si vous avez des trémies séparées, regardez vos tubes de descente, est-ce que vous avez la possibilité de faire? On peut avoir trois niveaux. Un où on va venir vraiment localiser l'antilimace au niveau de la graine. Donc, je suis vraiment, par exemple, en condition de semis difficile, j'ai un lissage en fonderie de semis très intéressant de venir positionner donc l'antinimas au niveau de la graine. Ensuite, si on se place entre l'élément semeur et les roues tasseuses, on a la possibilité de faire un peu en surface et puis un peu dans la ligne de semis. Et puis, si je positionne mon tube de descente vraiment à l'arrière, soit des petits râteaux ou des roues tasseuses, eh bien là, je vais localiser mon antilimace sur la ligne de semis. Il n'y a pas de solution miracle, ça dépend vraiment des conditions qu'on va avoir au moment du semis. Par contre, moi, j'aime beaucoup cette partie en surface sur le rang ou un peu les deux, notamment si vous êtes sur des problématiques de streptils, où vous avez beaucoup de résidus végétaux. Enfin, là, clairement, pour moi, il y a vraiment stratégiquement, en tout cas en termes d'application d'antilimace, il y a vraiment un grand intérêt à pouvoir positionner de façon localisée. Parce que comme je dis en formation, mettez-vous à la place d'une limace, il va falloir trouver, vous faites entre 2 millimètres et 5 centimètres. Il faut que dans la jungle qui représente le sol, vous arriviez à trouver, si vous faites des applications en plein, entre on va dire, une trentaine de granulés par mètre carré, c'est quand même pas évident. Voilà, donc pour moi, gros intérêt pour tout. Enfin voilà, à partir du moment où vous avez découvert, où vous avez de la jungle, faciliter en fait la protection de la culture, vous serez en termes d'efficacité beaucoup plus pertinent. Vous serez beaucoup plus pertinent, par contre, si vous choisissez un produit qui est adapté pour ces applications-là. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que le produit va être enterré ou à la surface du sol et qu'il n'est pas épandu qu'on ne doit pas avoir les mêmes exigences. Pourquoi? Taille réduite, ça c'est hyper important. Si vous prenez une granulo relativement fine, ça va vous permettre d'aller jouer sur la partie économique, d'appliquer une dose qui va être réduite, tout en ayant une protection mètre linéaire qui va être intéressante. Résistance à la casse, ces produits-là, même s'ils ne sont pas épandus, vont passer dans des cannelures. Donc, avoir un produit qui ne soit pas tout broyé, c'est quand même plutôt sympa et ça évite la casse de matériel. L'absence de poussière, la calibration régulière aussi. La densité, ça, c'est vraiment un critère hyper important. Choisissez des produits avec des densités proches de 0,8 parce que sinon, vous allez avoir des phénomènes de décantation dans les cuves si vous faites un mélange entre les semences et l'antilimace. Donc attention à ça, c'est hyper important. Et après, résistance au délitement, évidemment, puisqu'on a un produit qui est dans le sol, donc il va être soit au contact de l'humidité un peu permanente, soit il est à la surface du sol et il peut être exposé à des précipitations notamment. Donc il faut quand même qu'il puisse avoir une bonne protection et une bonne résistance au délitement. Si on avance sur notre frise, on est entre le semis et la levée, le match est encore pas gagné, hein. On a encore la possibilité, je vais passer rapidement, mais de repasser un coup de rouleau pour éventuellement supprimer, voire retarder une application d'antilimace. Et puis, si j'ai pas le temps et que je préfère faire une application, le bon épandage, le bon produit dans le bon épandeur pour faire son application à ce moment-là. Mais vous vous rendez compte que cette application qui arrive au moment entre le semis et la levée, elle découle de toute une stratégie, toute une lutte en amont.
Petite parenthèse quand même, je le répète, mais on adapte vraiment la dose au niveau d'activité constatée, parce que des fois on prend la dose habituelle parce que l'épandeur il est réglé comme ça. Bon, clairement, il y a des fois où c'est trop, il y a des fois où c'est pas assez. Si vous surveillez pas, vous pouvez pas savoir. Donc là, vous retrouvez un petit tableau de recommandation en fonction des populations que vous allez avoir et des quantités d'antilimaces à adapter. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes aussi. Si vous êtes dans le cadre d'une vraie stratégie où vous avez déjà appliqué en amont, évidemment, vous pouvez aller jouer un petit peu sur les curseurs. Juste un exemple de complémentarité de la lutte. Là, on est chez un agriculteur qui est en semi-direct. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais la population max à laquelle il arrive, c'est 100 limaces par mètre carré. Donc, vous voyez qu'on part, c'était l'année dernière, ça, sur les colzas. Donc, on est au 10 août, il a à peu près une trentaine de limaces par mètre carré, sans trop, vous voyez, de précipitation, pic de précipitation, l'activité remonte. On peut difficilement imaginer quand même qu'on passe de 30 à 100 si on ne surveille pas. Et donc, au moment, là, c'est le jour du semis. Le jour du semis, il a fait un petit coup de rouleau, une application d'anti-limaces et puis un travail superficiel et il a semé. Et vous voyez que dès le lendemain, la complémentarité des actions, on passe de 100 à peu près 25 limaces par mètre carré, temps sec derrière, des populations qui restent très limitées. Alors là, c'est un peu, on est quand même aux alentours d'une dizaine de limaces par mètre carré, donc sur un colza, ça fait quand même un peu de mal. Mais bon, là, c'était dans le cadre d'une étude, donc il n'a pas retraité, vous voyez, mais quand même, on voit vraiment bien l'effet en fait de la complémentarité des actions. Et malgré un pic de précipitation sur le mois de septembre, on voit que les populations restent relativement basses. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a quand même Quand on sait ce qui se passe et qu'on déclenche au bon moment, ben, on arrive à avoir une lutte qui est quand même particulièrement limitée en termes de quantité, mais aussi en termes de prix à dépenser, enfin d'argent à dépenser, pour avoir une stratégie de lutte adaptée. On parle beaucoup du Limacapt, hein, c'est vrai que voilà, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement? Aujourd'hui, le Limacapt, il est en prix de vente à 1 400 € avec la station météo. Ça représente quoi? Ben, quand on regarde des surfaces ressemées, si vous avez ressemé 4 à 5 hectares de colza, 6 hectares de maïs ou de tournesol ou 7 hectares de blé, ben, vous vous rendez compte que vous avez un retour sur investissement qui peut être très rapide. Et surtout, ben, vous avez une recommandation chaque jour. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Juste cette diapo pour vous montrer à quoi ressemblent les résultats LimaCapt. Donc là, c'est sur un téléphone, mais vous avez la même application sur le. Enfin, c'est pas une application, c'est un site internet qui est adapté à la fois pour être sur les ordinateurs, tablettes et sur les téléphones. Et donc tous les matins, ben, vous retrouvez votre parcelle avec votre niveau de risque et éventuellement la recommandation, s'il y en a une, vous voyez, activité forte. Et vous pouvez avoir une recommandation d'intervention. Donc, si vous êtes intéressé pour voir un peu à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite, donc en scannant le QR code qui est ici, ou à contactant les interlocuteurs de Sangos ou votre distributeur local. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous adresser à ces différentes cibles. Voilà, donc vous aurez compris le sens du message, si on veut réussir la lutte anti-limaces, c'est que le produit seul ne suffit pas, qu'il faut structurer les choses dans une démarche. Donc à vous, à chacun, nous, on donne un petit peu la recette ou les ingrédients, mais la recette qui va marcher chez vous, ben, il n'y a pas de secret. C'est qu'à un moment donné, il faut observer pour savoir concrètement ce qui va se passer, choisir les bons produits et puis aller jusqu'à l'optimisation de l'application. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh bien, ça tombe bien parce que des questions, on en a quand même beaucoup. Très bien. Alors, Donc, juste une petite ah oui, parenthèse, vas-y, n'hésitez pas à pardon. nous retrouver en formation, hein, parce que là, on a fait la version raccourcie. Vous voyez qu'il y a déjà quand même pas mal de choses, mais on peut rentrer évidemment plus dans le détail. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous solliciter pour des formations. Martin, à toi. Tu as le micro coupé, par Oui, contre. effectivement, je remets le micro. Alors, donc les questions vont être un peu désordonnées, je vais les prendre dans l'ordre hein, de Ouais. leur arrivée. Donc, première question qu'il y a eu, c'était sur la notion de couverts végétaux. Mhm. Je te lis donc la question. En Ouais. maraîchage, un couvert de trèfle en passe-pied amènerait-il les limaces à coloniser les passe-pieds plutôt que les cultures ou favoriserait-il le développement des limaces et donc le dégât sur la culture?
Alors, je dirais qu'il y a deux niveaux de réponse à la question. C'est effectivement, on peut avoir sur cette partie trèfle, et on le voit notamment, c'est des travaux qui ont été menés en vigne. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de vignes dans lesquelles on va retrouver notamment des couverts de féveroles. Donc, on voit en fait que bon là, en l'occurrence, c'est des escargots, mais ce serait le même comportement pour les limaces. On va voir que potentiellement, les escargots ou les limaces peuvent rester sur cette culture-là. Par contre, dès que cette culture, pour des raisons de concurrence en eau ou quoi, elle est détruite, ben, les limaces de suite, enfin, il faut vraiment le considérer dans la lutte anti-limaces. Et après, aujourd'hui, on se rend compte quand même que vis-à-vis des préférences alimentaires, si vous êtes en maraîchage, ok, sur le passe-pied avec du trèfle, mais qu'à côté, vous avez de l'irrigation et notamment des cultures qui sont en train d'émerger. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que au niveau des plantes, il se passe des choses quand la plante est en train de germer, en train de pousser, ou qu'on a du végétal frais. Il y a des substances qu'on ne sait pas aujourd'hui identifier, et même dans les travaux au niveau internationaux, on se rend compte qu'on souffre beaucoup quand même d'un défaut de recherche là-dessus. Mais les plantes émettent des choses que les limaces sont capables de détecter. Et par rapport à un trèfle qui serait assez développé, je pense que la concurrence quand même alimentaire d'une plante émergente à côté, certes, on peut avoir un effet refuge et un peu concentration, mais sur du long terme, on va accumuler des populations et en plus, on va les engraisser, entre guillemets, parce que c'est quand même ce qu'elles préfèrent en termes de culture. Et à côté de ça, on a une culture qui est en train d'émerger avec potentiellement de l'irrigation. J'ai un peu peur que ce soit double peine, quoi. Voilà. Donc, sur un effet très court terme, on pourrait arriver à localiser les limaces sur le passe-pied, par exemple. Mais après, avec des cultures très appétantes à côté et des conditions favorables à l'activité des limaces, j'ai peur que ce soit pas la meilleure solution. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Ouais, je pense bien, oui. Et donc peut-être une autre question que ça me permettrait d'enchaîner là-dessus. Tu as parlé d'escargot, Oui. mais tu as surtout développé sur les limaces. Est-ce qu'un escargot, ça se gère comme une limace? On réfléchit pareil les seuils d'intervention? Est-ce qu'il est sensible au roulage d'escargot, etc. Alors, ça dépend si on s'adresse en grande culture ou en culture spé. Je vais répondre sur la partie grande culture. Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'en travaillant un peu moins le sol, on a une diversification d'escargots qui arrive et de limaces aussi, hein. Clairement, je vous ai parlé de deux principales espèces, mais on voit que quand on travaille moins les sols, on a une diversité d'espèces qui va s'installer, à la fois de limaces et d'escargots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'escargot, ben, lui, il va avoir une résistance à la dessiccation beaucoup plus importante, puisqu'il a la capacité à rentrer dans sa coquille, à fermer ce qu'on appelle l'épiphragme, être complètement étanche vis-à-vis des conditions extérieures. Donc lui, il va avoir une capacité de résistance à la dessiccation qui va être plus importante, un petit peu plus résistant au travail du sol aussi. Donc voilà, après, en termes d'appât, nous, on travaille sur les antilimaces qu'on travaille aujourd'hui, on en vend dans le monde entier, donc sur différents types d'espèces. Et quand on fait la mise au point en fait, des produits, on fait vraiment des tests à la fois sur différentes espèces de limaces et sur différentes espèces d'escargots. Donc, en termes d'efficacité des produits, on n'aura pas forcément de différence. Pour ce qui est clairement seuil d'intervention ou de nuisibilité, c'est déjà très débattu sur le niveau limace. Donc, autant vous dire que sur la partie escargot, on est encore loin d'avoir des réponses scientifiques et des travaux qui permettent de faire ça. Mais en tout cas, il faut que vous ayez en tête que plus vous avez une bestiole qui va être de grosse taille, plus sa capacité à consommer les végétaux ou les appâts va être importante. Voilà. Ok, très très clair. Donc, il y a une question qui est arrivée et je pense que tu as répondu juste après, hein. On nous demande la herse à paille a-t-elle une efficacité contre les limaces? Donc, tu l'as mentionné, mais Oui. est-ce qu'on sait avec un passage de herse à paille combien de pourcentage d'efficacité on a? Et est-ce qu'il faut absolument faire deux passages, trois passages pour avoir quelque chose de significatif? En fait, la herse à paille, c'est si vous regardez, alors historiquement, dans les travaux qui avaient été menés dans le CASDAR Résolim, là, vous avez la herse à paille qui ressortait, enfin, c'était la RC-Tri. C'était une RC-Tri qui ressortait comme l'outil numéro un, et notamment parce que c'est beaucoup utilisé en bio, et ça ressortait comme outil numéro un, surtout parce qu'on a une fréquence de passage qui est importante. Donc, sur la partie herse à paille, il faut comprendre, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quel que soit le travail qui était réalisé, du semis, de l'herse à paille, un labour, enfin voilà, on a une réduction des populations de l'ordre de 75% dans les 4 jours. La reprise après est très dépendante des conditions du milieu. Si on a des conditions ultra sèches et qu'on part d'un potentiel limité, ben, la reprise elle va être très limitée. Par contre, si on part d'un potentiel très haut, qu'on fait cette intervention et qu'en plus après on a des conditions climatiques qui vont être favorables, ben, la reprise va être plus importante. Ok. J'ai deux questions que je vais te résumer en une seule sur des produits alternatifs. Est-ce que tu as un avis sur
l'efficacité des produits alternatifs comme le tabasco ou les macérations, contre les gastéropodes, bien sûr. Oui, alors bon, moi personnellement, là comme ça, j'ai pas forcément d'avis. Par contre, ben, ça fait une vingtaine d'années que je travaille chez 200 Gosses et j'ai testé voilà, des solutions à base d'ail, des choses voilà, qui étaient dans la biblio. Aujourd'hui, concrètement, je pense que ça peut peut-être marcher dans un jardin parce que voilà, ça peut avoir un effet peut-être répulsif. Mais aujourd'hui, imaginez enfin voilà, cette méthode de lutte au niveau agricole, ça me paraît un peu compliqué. Et en plus, enfin là, notamment, il y a eu des trucs sur escargot, enfin voilà, à base de piment, il y a eu déjà eu des publis. On peut avoir un effet un peu éphémère, mais à moyen, enfin à très court terme, on voit que ça permet pas d'apporter une solution durable. Ok, c'est très clair. Bon, alors autre question. Bonjour, en maraîchage, serait-il pertinent de mettre des pièges à limaces tous les 10 mètres dans les passe-pieds euh, avec de l'Iron Max pour prévenir le développement des populations en sortie d'hiver? Alors, moi, je suis pas favorable à ce qu'on mette des appâts sous les pièges. D'abord parce qu'on n'en a pas besoin, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais dans les pièges tapis aujourd'hui qu'on utilise, on n'a pas besoin de mettre d'appâts dessous. Parce qu'en fait, on a vraiment travaillé la capacité en rétention en eau. Donc, le piège, il va retenir 1,4 kg. Donc, si vous mettez en plus de l'anti-limace sous le piège, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va moisir. Certes, les appâts peuvent être quand même consommés par les limaces ou les escargots si c'est moisi, mais bon, concrètement, on n'est pas dans le bon sens. Je pense que la notion d'anticipation, même quand on est en maraîchage, on doit l'avoir en tête. En fait, l'idée, c'est de se dire, je vais implanter ma culture et notamment, je vais bâcher à une certaine période. Donc, l'application d'anti-limaces, je ne veux pas en retrouver ni enfin, fruits ou en tout cas dans les légumes que je veux ramasser. Donc, il faut anticiper quand même bien en amont puisqu'ils ont une bonne résistance au délitement. Ça veut dire qu'on va aussi les retrouver pendant longtemps. Et encore une fois, il faut penser rotation, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez des changements de culture, il faut essayer de remettre les compteurs à zéro et plus vous pourrez anticiper. Je sais pas, j'ai pas de détails particuliers sur la conduite. On pourra, si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez qu'on travaille des sujets un peu plus particuliers. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion d'anticipation. Il faut que je gère mon risque en amont. Voilà. Et en sachant que la problématique limace, ça se gère de façon pluriannuelle. En tunnel, je ne sais pas si c'est des tunnels ou pas, il y a des possibilités de solarisation qui ont été travaillées, qui présentent de grosses efficacités. Tout ce qui va être remis en œuvre du travail du sol pour les préparations de sol, pour l'implantation, ça va être intéressant aussi. Et après, en fonction de est-ce que je suis en tunnel ou pas, tous les abords de tunnels aussi, des tunnels qui sont installés depuis longtemps, on peut avoir des zones refuge, notamment plus pour les escargots que pour les limaces. Mais on peut avoir quand même des problèmes voilà, de gestion. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il s'agit de tunnels, je ne sais pas comment c'est conduit. Mais en tout cas, la logique reste la même. Ça va être vraiment l'anticipation, mise en œuvre du travail du sol, vraiment sortie d'hiver pour pouvoir essayer de limiter les populations. Et peut-être aussi démarrer de façon, on va dire, raisonnée et raisonnable, mais sur la base de piégeage, par exemple, des interventions, encore une fois, avec l'objectif d'installer la culture dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Depuis tout à l'heure, donc on parle de pression de limaces en fonction du climat et de la météo. Mais Oui. qu'est-ce que tu vois comme effet du contexte pédologique? J'entends par là, est-ce qu'on a plus de limaces ou moins de limaces suivant le type d'argile? Est-ce qu'un taux de matière organique, humus, favorise les limaces, etc., etc. Ou est-ce que si j'ai un gros sable humifère, j'aurai plus ou moins de limaces? Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs critères à considérer. Aujourd'hui, on voit quand même que dans les sols argilo-calcaires, on va avoir des limaces présentes. C'est sûr que dans les craies, on va en trouver très peu. Dans le sable, une limace qui ne fore pas le sol, elle va quand même avoir quelques difficultés. Après, les conditions pédologiques, si votre sol il a beaucoup de choses à digérer, les limaces et escargots peuvent être présents puisqu'ils ce sont des détritivores. Donc, si vous avez beaucoup de matière verte à digérer, vous allez vous retrouver avec des limaces et des escargots qui seront présents. Les forts rapports céssurènes aussi, on voit que forcément on a la présence de limaces ou d'escargots. Après, toutes les terres à cailloux aussi, on en parle peu, mais finalement, tout ce qui va être silex, sous lesquels les limaces vont pouvoir aller se cacher, on se rend compte que terre à silex, on peut avoir beaucoup de limaces aussi. Voilà, donc il y a
pour moi, il y a vraiment plusieurs entrées. C'est est-ce que la limace a physiquement la capacité à explorer le sol, ce qui va écarter quand même un peu les sables, contrairement aux escargots qui, eux, ont la capacité à forer le sol, hein, donc je distingue bien les deux. Et après, ben voilà, oui, c'est vrai qu'historiquement, on a quand même plutôt dans les argiles, les forts taux d'argile, on va avoir. En fait, si c'est sol moteux, hein, concrètement, si les limaces peuvent se déplacer, se mettre à l'abri. Et après, je mettrai quand même un bémol sur la dimension couvert, quels que soient les types de sols. Si vous avez des couverts végétaux, vous allez forcément augmenter vos populations de limaces. Voilà. Mais encore une fois, je dis pas que vous augmentez les problèmes, je dis juste qu'il faut l'avoir en tête. Vous l'avez compris, pour différentes raisons, on va se retrouver avec plus de bestioles à gérer. Et donc, justement, pour rebondir sur ces couverts, est-ce que tu as vu des couverts qui favorisaient plus les populations de limaces? Par exemple, on trouve dans la littérature des essais en Suisse faits par Agroscope qui te disent que la févrole est appétante, alors que nous, généralement, si on a un couvert qui se fait détruire par des limaces, tout est mangé sauf la févrole, quoi. Et est-ce Oui. que tu as un avis là-dessus, une gradation des différentes appétences des limaces vis-à-vis des différents couverts? Moi, j'aime bien la publi de l'agroscope parce qu'elle a le mérite d'être faite en labo avec des conditions expérimentales répétables parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de choses sur le sujet, mais voilà, les conditions du milieu peuvent influencer les choses. Donc, je trouve que j'aime bien cette publi de l'agroscope. Effectivement, la févrole m'a interpellée aussi. Par contre, ce que je comprends moi au travers de la févrole quand même quand je vois des couverts ou quand elle est en culture, c'est une culture qui va beaucoup garder l'eau de l'eau sur les feuilles en tout cas, et qui va présenter un niveau d'humidité avec une grosse matière verte et avec beaucoup d'humidité. Quand on se balade dans une févrole, s'il a plu, on est vraiment trempé. Enfin voilà, je trouve que donc je pense que ça c'est de nature à favoriser la présence de limaces, mais effectivement on a quand même assez peu souvent de dégâts sur la partie févrole. Après les cultures qui vont être très attaquées, bah, vous avez toutes les vesses, le trèfle, le colza. Ça fait partie quand même, le Niger aussi, ça fait partie des cultures quand même où il y a un consensus sur le fait qu'en général, elles sont quand même très, soit appétentes, soit, parce que je pense qu'il faudrait, pour être très juste, en fait, distinguer le fait de je suis favorable au développement des populations de limaces ou je suis favorable et en plus, les limaces aiment bien consommer cette espèce-là. Voilà, je mettrais un peu ces deux distinctions-là, et c'est ce qui peut faire qu'en fonction des études, on a des fois ben, des cultures qui vont être dans la case très appétante alors qu'elles pourraient être en moyenne. Enfin, voilà. Mais globalement, il y a quand même consensus autour des cultures que je vous ai citées. Et, euh, certains agriculteurs se refusent à faire d'anti-limaces en disant, bon, bah voilà, si je tue les limaces, donc j'ai deux questions en fait. Si je tue les limaces, déjà j'aurai plus de nourriture pour mes prédateurs à limaces, donc je vais casser ma régulation naturelle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc le côté carabe, est-ce qu'on peut compter dessus? Et ensuite, est-ce que si ma limace mange du phosphate ferrique ou du métaldéhyde, euh, est-ce que dans les deux cas, il y a un impact sur la faune non cible? Est-ce que, mettons, des vers de terre ou d'autres animaux du sol ont envie de manger les granulés et meurent? Est-ce que les oiseaux ont un risque avec ces granulés? Donc, soit en consommation directe ou indirecte par la limace, qui serait une proie ralentie plus facile à prédater, quoi. Grosse question. Oui, 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 c'est assez volumineux. Alors, déjà, dans le cadre de l'homologation des produits, aujourd'hui, qu'il s'agisse du phosphate de fer ou du métaldéhyde, nous, on a une obligation en tant que metteur en marché, et quand on veut aller homologuer, de montrer enfin voilà, l'effet, l'innocuité, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas les effets sur les non-cibles. Donc aujourd'hui, il y a des études qui sont conduites dans le cadre de l'homologation pour ça. Donc si les produits arrivent sur le marché aujourd'hui, qu'ils ont un effet très limité. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, il existe des études indépendantes que vous pouvez retrouver, notamment qui avaient été réalisées par la Chambre d'agriculture du Finistère, justement sur l'application d'anti-limaces avec des études sur l'impact sur la partie vers de terre et sur l'impact sur la partie carabe. Donc là, en fait, bon, aujourd'hui, vous n'avez pas de publi qui mettent en avant l'effet de l'un ou de l'autre sur les organismes non cibles. Il faut faire attention avec l'amalgame quand il y avait encore le mesurol, hein, qui effectivement, c'était du méthiocarbe en termes de matière active et qui lui avait un réel effet insecticide. Donc là, effectivement, quand vous mettiez du méthiocarbe sous un piège notamment, ben, vous aviez tous les carabes et les vers de terre qu'on pouvait constater de mort. Donc ça, il y a
Cette première chose-là, aujourd'hui, qu'il s'agisse du phosphate de fer ou du méthaldéhyde, il n'y a pas d'effet avéré sur les non-cibles. Sur la partie oiseaux aussi, dans le cadre de l'homologation aujourd'hui, on nous demande de fournir des études sur l'application d'antilimaces et sur les oiseaux. Donc, il y a eu des protocoles particuliers de mis en place, notamment avec des agriculteurs de l'observatoire à qui on a demandé de faire leur application d'antilimace habituelle et d'observer le comportement des oiseaux. Après, quand il faut distinguer la mauvaise pratique quand même, aujourd'hui, quand vous avez des non-cibles qui ont des intoxications avec des produits anti-limaces, c'est souvent parce qu'il y a eu, par exemple, un déversement de produits accidentel. Il va pleuvoir, machin, je suis pressé, je vide mon sac dans l'épandeur, j'en fais tomber à côté. Ça, c'est sûr que faire un tas d'anti-limaces à côté de l'épandeur et puis on est parti vite parce qu'il pleut ou qu'il va pleuvoir, ben, ce tas-là qui est à disposition éventuellement d'oiseaux ou de choses qui pourraient consommer un peu plus en masse qu'en application normale de produits, là, ça peut conduire à des intoxications, oui. Et puis après, pareil pour les chiens. Hein. Aujourd'hui, si vous laissez un sac anti-limaces, vous n'avez pas pu tout mettre dans l'épandeur, vous le laissez poser là, et puis vous avez un chien, une vache qui se sauve ou je sais pas quoi, qui mange effectivement dans le sac, oui, là, on arrive à des intoxications. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en condition d'utilisation normale des produits, il n'y a pas de raison d'avoir des intoxications. Et souvent, je fermerai la parenthèse après si j'ai répondu à tout, souvent sur la partie colza, on peut voir effectivement des carabes qui sont un peu pas trop en forme un peu après les semis. Attention à l'amalgame avec les insecticides qui vont être utilisés, des insecticides notamment sur la partie altise par exemple, qui eux peuvent, si les carabes sont sortis, peuvent avoir un effet. Et après, sur la notion de consommation des prédateurs, là aussi, moi j'aime beaucoup, il y a une étude qui a été faite dans le cadre du projet CASDAR Arena Oxymore qui permet de quantifier la consommation des limaces par les carabes. Et en fait, là, on se rend compte que les contenus stomacaux, donc ils ont fait des études du piégeage, machin, et ils ont broyé les carabes et étudié les contenus stomacaux des carabes. Et on se rend compte que les limaces représentent moins de 10% du régime alimentaire des carabes. En tout cas, dans leurs contenus stomacaux, on va retrouver voilà, des pucerons, des graines, tout ce que vous voulez, parce que les carabes sont des opportunistes en termes de régime alimentaire et ils consomment des limaces quand ils peuvent. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas appliquer d'anti-limaces pour pas abîmer les prédateurs ou pour dire ils auront plus rien à manger, sachez que, enfin, pour moi, c'est pas, il vaut mieux lutter efficacement contre les limaces et vos prédateurs continueront de fonctionner. Et dernier point aussi sur cette partie carabe, attention parce que en fait, vous avez vu l'équation que je vous ai présentée sur la partie limace, l'équation climatique où elles sont le mieux, c'est 13-18 degrés, 75% d'humidité. Il faut savoir qu'un carabe, son exigence climatique, ça va être des températures chaudes et sèches. Donc en fait, quand il fait chaud et sec, les limaces ne sont plus à la surface. Mon carabe va être très actif, mais il va pas forcément, il peut consommer des œufs de limaces, mais il va pas forcément consommer les limaces puisqu'elles sont pas à la sortie du sol. Et dernier point sur ça, il faut savoir qu'un carabe qui va venir piquer une limace avec sa pièce buccale pour essayer de la manger, tout le monde a fait des très belles photos hein, sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le premier réflexe de la limace, ça va être de sécréter beaucoup de mucus, en fait, parce qu'elle se sent agressée. Et la pièce buccale du carabe va se retrouver empatouillée avec du mucus, et souvent, il arrête de consommer et il s'en va. Voilà. Donc, effectivement, les carabes jouent, et les staphylins aussi, jouent un rôle de régulation des populations de limaces. Certes, c'est une réalité, mais leur effet, il est quand même particulièrement limité. Et est-ce que même si cet effet-là, il n'y a pas un effet retard pour que le carabe consomme, il faut une grosse population et de toute façon, on a une attaque de limaces avant la régulation potentielle, quoi. Oui, et puis après, il y a les cycles, en fait. Hein, les cycles de limaces, c'est annuel. Un carabe, c'est 5 ans aussi. Donc, tout ce qui va être travail du sol va être, notamment tout ce qui va être labour, va être très, très préjudiciable pour la partie carabe. Enfin, voilà, et c'est cette relation-là. Moi, je suis contente qu'il y ait eu cette étude-là du CASDAR auquel nous n'avons pas participé, mais moi, je mets en avant dans le cadre des formations et je vous invite à aller chercher sur Internet les différents travaux parce que c'est très bien fait. Ils ont des belles fiches et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ça a permis de quantifier parce qu'effectivement, il y avait jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de données chiffrées sur la consommation et je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir fait. Une autre question sur la résistance des granulés à l'humectation. On avait fait un test tout bête, on avait pris
plusieurs produits commerciaux dont je me souviens plus les noms, toutes franchises. On a mis Oui. un peu dans un gobelet ces produits commerciaux et on voyait des vitesses de fonte différentes. Donc, quand on épand des granulés au sol, quelle résistance ils ont vis-à-vis d'une pluie qui pourrait arriver? Et si on met des granulés en raie de semis, à quel point le granulé risque d'avoir un effet de pompage de l'eau environnante et donc de gonfler, de ne plus être efficace. Et est-ce que si un granulé a pris de l'eau, donc a gonflé, est-ce qu'il est encore appétant pour la limace ou est-ce que son effet devient complètement nul? Ok. Donc en fait, la résistance au délitement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette résistance, donc c'est délitement ou à la pluie, hein, parce qu'on va avoir un phénomène soit d'explosion ou d'érosion en fait du granulé. Il faut comprendre que cette capacité-là, enfin cette résistance au délitement, elle va être conditionnée par la sélection des ingrédients qui vont rentrer en compte dans la fabrication et ensuite par le process de fabrication. Grosso modo, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que des appâts de pas très bonne qualité en termes de sélection des matières premières et sur notamment des process de fabrication qui vont être très courts, c'est des produits qui vont avoir tendance à avoir des comportements très cassants. Le très cassant, ça veut dire que ça va exploser. Donc, ça veut dire au moment de l'épandage, on va déjà avoir de la casse, d'accord? Et c'est ces produits-là, après, au sol, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appât, c'est principalement fabriqué avec de la farine. Donc, en fait, ça va être une éponge. L'objectif, c'est quand on l'applique, effectivement, il va venir se tamponner avec son niveau d'humidité. Il va s'adapter à celui qui est au sol. Donc, il va prendre le même niveau d'humidité que ce qu'il va avoir au sol. Et l'objectif, c'est qu'il garde sa forme. Donc, en fonction de la façon dont il est fabriqué, il va pouvoir avoir soit cette faculté-là, soit il va pas l'avoir. Donc, c'est ce que vous avez observé quand vous les avez mis dans l'eau. Quand on a des trucs qui fondent ou enfin, voilà, qui vont fondre, ça veut dire que leur capacité de résistance au délitement n'est pas bonne. Et en revanche, plus on a un appât qui va rester plutôt intègre en milieu saturé en eau, plus il va être efficace et accessible pour les limaces. Juste pour, entre parenthèses, sur notre gamme, nous, aujourd'hui, on est à peu près sur 60 millimètres de pluie sans consommation. En fait, les appâts, chez nous, ils gardent leur forme. C'est une technologie un peu pâte à modeler. Ils sont appliqués au sol, ils vont venir se gorger en eau, mais par contre, ils bougent pas. Par contre, si vous les prenez, que vous les écrasez, ça va vraiment faire pâte à modeler et c'est ce qui permet aux limaces de venir consommer, faire des petites cavités dans le granulé pour aller chercher sa dose létale. Et à contrario, comme je disais tout à l'heure, des produits qui vont être souvent bas de gamme et qui ont un gros taux de casse, ils vont se déliter aussi beaucoup plus vite. Et ça, on le voit au travers des panels d'utilisation d'agriculteurs. Des produits qui ont des taux de casse qui peuvent être importants, mais forcément, un produit qui est cassé, sa capacité de résister au délitement va être réduite. Et donc, on voit les nombres d'applications en fonction des produits qui sont utilisés qui vont être plus importantes. Donc ça, souvent, c'est des produits qui sont pas chers au kilo, hein, je le dis quand même, mais quand on regarde le coût de la protection au final, on se rend compte que comme il a fallu repasser pour contrôler la même population de limaces, au final, le coût de la lutte anti-limaces vous revient souvent plus cher, et notamment parce que c'est souvent des produits qui ont des RPD aussi. Voilà. Et donc sur ces granulés, euh, combien de granulés de phosphate ferrique ou de métaldéhyde il faut pour qu'une limace meure? Après, j'imagine que ça va être fonction de la concentration en matière active et en fonction aussi de la masse De du la poil de limace. la limace, Oui. j'imagine. Exactement. Alors après, aujourd'hui, sur le marché, tous les appâts se valent pas. Concrètement, l'objectif, c'est d'arriver à travailler des appâts qui fassent en sorte qu'un granulé puisse contrôler plusieurs limaces. Aujourd'hui, nous, avec l'IPMAX, on est plutôt sur un contrôle, on va dire, de 4 limaces à peu près pour un granulé. Avec un Metarex Duo, on va être plutôt entre 4 et 6. Donc, encore une fois, ça dépend de la taille de la limace. Et à contrario, vous avez des produits qui peuvent être, notamment à base de phosphate de fer, qui peuvent être largement consommés, où la mise en symptômes arrive beaucoup plus tard. Et là, on a des limaces qui peuvent manger entre 3 et 5 granulés. On a des jolies vidéos sur le sujet qui montrent ça. Et c'est des choses qui ont été aussi traduites notamment dans les essais cages et notamment chez Herbalis, où vous retrouvez cette surconsommation pour certains produits qui a été mise en avant. Ouais. Donc ça Donc, dépend. En fait, si vous voulez, un bon produit aujourd'hui, c'est vraiment c'est sa qualité de formulation qui va notamment faire son efficacité. donc en fait, si on prend par exemple les données que tu viens de nous transmettre, donc de consommation de granulés pour tuer une limace, on prend un piège, on peut estimer notre limace, notre nombre de limaces au carré, au mètre carré, pardon, et donc on peut se dire, voilà, si je mets tant de kilos hectares, j'aurai tant de granulés au mètre carré, donc je peux potentiellement réduire ma pression
limaces de tant de pourcents et m'éviter 3 passages à dose insuffisante, voire faire qu'un seul passage à dose massive pour tout régler, quoi. Exactement, c'est bien l'intérêt. C'est ce que je montrais tout à l'heure avec la petite balance et puis les limaces qui étaient dans des sacs. Ou sur la balance et à côté l'anti-limace qui était dans les sacs. Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir aller jouer, notamment sur les doses. Plus on a des produits qui vont être efficaces, plus on va pouvoir se permettre, et en plus, si on commence la lutte de bonheur, d'aller fractionner les apports et au final d'avoir une lutte anti-limace qui soit économiquement très intéressante parce qu'on aura appliqué les doses qu'il faut sans partir forcément sur la dose homologuée, sans partir forcément à l'aveugle aussi. Des fois, j'applique que j'en ai pas besoin. Il y a déjà une énorme économie à faire par rapport à ça. Donc oui, l'idée, c'est bien d'évaluer les populations qu'on va avoir en présence. Est-ce que j'ai des juvéniles qui vont consommer certes peu, mais qui vont peu se déplacer, ou est-ce que j'ai des adultes qui potentiellement peuvent consommer un peu plus, puisque pour atteindre effectivement leur dose létale, elles vont devoir consommer un petit peu plus. Et j'ai une autre question, mais je pense que tu as répondu tout à l'heure en parlant du côté opportuniste de la limace. Mais j'imagine que pour être sûr que ma limace consomme mon granulé, l'idée c'est de l'apporter s'il n'y a pas d'autre chose à manger. Je m'explique, certains ont passé de l'anti-limace avant un blé dans des repousses de colza et disent bah, il n'y a aucun effet. Mais est-ce qu'on peut supposer que cette absence d'effet, c'est lié à la dilution d'un point de vue biomasse entre les repousses de colza et les granulés qui sont minoritaires en termes de kilo-hectare, quoi, comparé à toute la salade verte que représentent les repousses? Exactement. En fait, moins on a de concurrence alimentaire, même si on travaille ces notions dans les recettes, moins on a de concurrence alimentaire, plus on aura d'efficacité des produits. Si elles n'ont rien à manger sur un sol nu, c'est pour ça que le bon positionnement, il est capital. Effectivement, on va avoir une meilleure efficacité sur des limaces qui auront rien à manger, plutôt que si on dilue effectivement entre des repousses de colza où elles vont pouvoir consommer et puis des granulés à côté. Alors, pas d'efficacité, c'est quand même rare, hein, qu'on ait zéro efficacité. Enfin, moi, j'y crois pas trop, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien notamment dans les essaicages, hein, où elles ont du colza ou du tournesol à manger dans des conditions semi-contrôlées. On voit qu'on arrive à avoir une bonne protection de la culture, pourtant sur une culture qui est au stade sensible, et en positionnant des appâts à côté. Donc, on a quand même un effet des antilimaces qui va être plus ou moins important en fonction encore une fois, de leur qualité. Mais effectivement, on sera beaucoup plus pertinent si les limaces n'ont rien à manger. Ok. Et une autre rumeur de plaine que j'entends souvent et qui va me permettre de déboucher sur une autre question, les gens se posent souvent la question de euh, à quel type d'humectation de sol et à quelle date je peux passer, mettons, mon rouleau ou mon déchômage en interculture vis-à-vis de ma date de semis et vis-à-vis de mon épandage d'antilimace. Je m'explique. Est-ce que mon rouleau, je le passe en condition nocturne avec un peu plus d'humectation, donc j'aurai peut-être plus de limaces qui sortent des fissures du sol? Euh, et aussi, est-ce que, il vaut mieux faire anti-limaces puis des chômages ou des chômages puis anti-limaces en disant les limaces vont ressortir des petits trous un peu sonnés et vont manger le granulé. Donc, ça fait encore plusieurs questions à la fois. Ouais. Bon, alors déjà, pour moi, aujourd'hui, définir une stratégie enfin, pertinente vis-à-vis de tout ça, la réponse, elle est dans le LimaCapt. C'est-à-dire que concrètement, le fait qu'il tourne enfin, tous les jours, lui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tous les jours, il nous remonte des informations et c'est vraiment ce qui nous permet de comprendre ce qui va se passer par rapport à un contexte climatique, enfin pédoclimatique, et lié après avec des interventions culturelles. Donc aujourd'hui, voilà, écraser des limaces avec un rouleau, bon, concrètement, moi, j'y crois pas, mais on va mettre en place des travaux, parce qu'effectivement, c'est des choses des questions qui nous ont été posées. Ben, moi, je veux qu'on produise de la donnée pour répondre à ça, donc on va mettre en place quelques petites expés là-dessus pour essayer de quantifier les choses. Ça, c'est une première chose. Après, moi, enfin, encore une fois, je trouve que ce qui est intelligent dans l'approche sur la partie anti-limace, c'est si on peut s'éviter l'application du produit, pourquoi s'en priver? Donc, j'aurais plutôt tendance, dans un premier temps, c'est ce que je vous ai présenté, hein, mais à mettre en œuvre plutôt la lutte alternative, c'est-à-dire voilà, mettre en place plutôt un travail du sol. Je regarde ce que ça donne. Je renouvelle mon travail du sol si c'est compatible avec mes autres objectifs de garder l'humidité dans le sol. Enfin voilà, si c'est pertinent de pouvoir le faire. Et après, je viens piloter au milieu de tout ça des applications d'anti-limaces avec une dose plus ou moins adaptée en fonction des populations que je vais avoir. Et puis, ça me permet de pouvoir arriver au moment des semis avec une situation qui est relativement saine. Moi, je trouve que l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on part de 100 limaces par mètre carré quand même. C'est énorme. Le même jour, on fait du travail du sol et de l'application d'anti-limaces. Alors, certes, 7 kilos. Peut-être qu'en termes de stratégie, on aurait pu imaginer les choses un peu différemment. Bon, là, c'était la conduite de l'agriculteur. Donc,
elle est scalée, mais par contre, ça lui a permis quasiment de régler son problème, quoi. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si vous n'êtes pas réfractaire au travail du sol, commencez par ça. Mais faites-le de façon intelligente, c'est-à-dire en conditions sèches pour exposer les œufs ou les petites limaces au soleil. C'est plus ça que de les écraser quand il pleut, quoi. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'écraser des limaces, même avec le pied quand il pleut. Bon, faut s'y attarder un peu quand même, hein. Donc misez plutôt sur l'aspect dessiccation, où là, vous êtes sûr que ça fonctionne. Un petit coup de déchômage, de gratouillage, ça peut être une herse plate, ça peut être voilà, une herse à paille, une herse étrie, des choses avec un gratouillage très superficiel, mais où là, vous allez vraiment mettre en difficulté les limaces et leurs œufs, et après, vous pilotez avec... Mais encore une fois, hein, vous voyez que le dernier mot là, qui est en bas, et pour moi, il est hyper important, c'est anticiper. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'anticipation dans la lutte anti-limaces. On se repose que sur le produit. Et des années comme on vient de vivre, bah, ça a montré, ça a vraiment mis en évidence que le produit seul ne suffit pas. Et en conditions normales, vous avez de grosses économies à faire et à mieux gérer cette population limace, mais ça veut dire d'y penser dès la moisson. Et alors, donc, j'ai encore deux questions. Dans une de questions, je ne me souviens plus, donc je la poserai après. Mais la première, c'est quelqu'un dans le chat qui nous demande qu'est-ce qui fait qu'une limace est attirée par quelque chose? Est-ce que c'est une histoire d'apparence ou de composés organiques volatiles? Et est-ce que les limaces sont plutôt intéressées par des plantes fraîches ou plutôt en décomposition? Je pense par là, par exemple, à des pousses de colza qui auraient pris un coup de glyphosate ou un coup d'antibiotique. Voilà. Je pense qu'il y a les deux phénomènes. Alors déjà, la première chose à dire, c'est qu'il y a quand même, je vous l'ai dit dans le déroulé, mais il y a un gros défaut de recherche sur, clairement, de recherche fondamentale sur la connaissance des limaces et des escargots au niveau international. Ça n'a pas passionné les chercheurs et c'est bien dommage parce qu'effectivement, ça fait quand même partie des voies, notamment des nouvelles voies qui pourraient être utilisées, je trouve, pour la lutte anti-limaces. Quand on observe un peu la nature, on voit ces deux phénomènes-là. Une plante, par exemple, une repousse de colza que vous allez avoir, qui va être, quand vous êtes dans des champs où il y a des repousses un peu éparses, vous pointez sur une repousse de colza, on va retrouver 10-15 limaces dessus parce que, à mon sens, et on l'a confirmé aussi avec la problématique escargot, une plante qui est affectée sécrète des choses qui sont capables d'attirer les limaces. Donc, quoi, je ne sais pas, des phytohormones, des choses, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, quand on regarde vraiment dans la nature, vous allez voir ces phénomènes-là. Et à contrario, vous avez aussi une plante qui est en train de germer, d'arriver ou qui est sur des stades très précoces, émet aussi sans doute des composés volatiles. Donc ça, on sait les limaces, elles sont capables de détecter ces composés volatiles. Donc forcément, c'est des choses qui vont se balader dans l'air qui vont être attirées. La réponse, enfin, la question, c'est quoi en fait, hein, concrètement, ça aujourd'hui, personne n'est capable de répondre sur la nature des composés volatiles qui attirent enfin, j'allais dire qui les font fuir ou qui leur plaît un peu moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous voyez bien que voilà, une plante qui est affectée, une plante de blé qui commence à être effilochée, ben, vous allez vite trouver de limaces dessus. Un, parce que les limaces ont la capacité de s'envoyer des signaux entre elles, ça c'est un premier phénomène. Et deux, parce qu'effectivement, les plantes émettent des choses que les limaces sont capables de détecter. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire quoi, parce qu'aujourd'hui, dans la biblio internationale, il n'y a rien. Enfin, ce pas des sujets qui sont étudiés, travaillés. Ok. Et j'ai une dernière question. Donc, en dehors de considérations agronomiques ou d'objectifs d'agriculture sur système ou d'humectation de sol, si j'ai des limaces, je veux détruire les œufs et des limaces juvéniles ou adultes, à quelle profondeur je dois travailler mon sol? Je crois avoir vu il y a quelques années un document qui a été publié par l'ACTA qui montrait qu'en dessous de 5 centimètres de profondeur, on n'avait plus d'augmentation de la destruction des limaces. C'est quelque chose que tu confirmes ou que tu infirmes? Voilà, est-ce que tu as un avis dessus? Bah, en fait, encore une fois, il va falloir être logique. C'est quelle surface ou quelle profondeur vous permettez aux limaces d'explorer. C'est-à-dire, en gros, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous ouvrez un sol avec un labour sur 25 centimètres de sol, vous allez offrir une capacité de déplacement des limaces d'une profondeur de 25 centimètres. Si vous travaillez à 10 centimètres, les limaces, elles vont se situer dans les 10 premiers centimètres. Si vous travaillez très en surface du 3 centimètres, vos limaces, elles vont être concentrées dans cet horizon-là.
Le seul bémol qu'on peut ajouter à ça, c'est si vous avez en semi-direct, par exemple, pas mal de galeries de vers de terre, les limaces, quand il va arriver des conditions climatiques comme on est en train de vivre et qui ont l'air de vouloir se poursuivre encore un peu en termes de sec, ben là, elles vont chercher l'humidité. Elles n'ont pas la capacité à forer le sol. Donc là, elles vont venir exploiter les interstices du sol. Vous avez des galeries de vers de terre qui leur offrent la possibilité de descendre et d'aller chercher de l'humidité qui va remonter des profondeurs par capillarité. Ben, la limace, elle va descendre. Donc voilà, moi je dirais pour répondre à la question, c'est quel horizon vous offrez en termes de travail du sol aux limaces et qu'elles vont pouvoir explorer. Et après, effectivement, il y a cette partie galerie de vers de terre qui peut leur permettre de descendre assez profondément. Et au-delà des galeries de vers de terre, vous avez aussi tout ce qui va être humectation, dessiccation autour des racines notamment. Sur des racines pivotantes, vous avez, quand vous tirez des fois des racines, vous avez tout souvent plein de limaces collées dessus. Si c'est des racines pivotantes et qui vont descendre assez profondément aussi, en conditions sèches, les limaces, elles vont chercher l'humidité, elles vont longer la racine pour aller chercher de l'humidité. Mais globalement, retenez que vous leur offrez la profondeur de sol sur laquelle vous travaillez. Ok, donc ça veut dire que, mettons, si j'ouvre à l'interculture à 5 centimètres et que je veux retravailler le sol dans un but de destruction, il faudra qu'au moins que je travaille cette même profondeur parce que j'aurai des limaces dispatchées sur cette profondeur-là, quoi, en fait, je peux le supposer. Exactement. Ok. Après, aujourd'hui, les limaces, encore une fois, elles n'ont pas la capacité à forer le sol. Donc, même si vous travaillez 5 centimètres de sol, mais que vous avez 10 centimètres de mulch dessus, la limace, elle ne va pas s'embêter à aller dans les 5 centimètres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour elle, se déplacer dans le sol, c'est beaucoup d'efforts. Donc, si elle a un horizon qui lui convient bien, parce qu'elle est à l'abri de la lumière, elle est sous des pailles et tout ça, même si vous travaillez 5 centimètres, elle va rester plutôt à la surface du sol, à l'abri. Ok. Et toute dernière question qui est en train de m'échapper. Oui, si je travaille je sème en simplifié, Mhm. mettons, combiné rotative semoir. Est-ce que, donc j'ai fait un peu de fine, est-ce que c'est pertinent de rouler derrière mon semis pour boucher un peu les petites fissures créées par le travail du sol? Et si les limaces n'ont pas de capacité de forage, est-ce qu'on les coince sous le sol en faisant ça, ou est-ce que c'est complètement illusoire? Non, alors ça, moi, j'y crois beaucoup et je l'ai vu notamment sur des expérimentations où on avait en piégeage, ça va rejoindre ton propos, mais une expérimentation où sous les pièges tapis, donc piégeage de surface, limaces qui se baladent à la surface du sol, 40 limaces par mètre carré. On s'est dit, super site pour mettre en place un essai. C'était un limon battant, est arrivé une jolie pluie, limon battant, fermeture complète du sol, et on n'a plus jamais vu de limaces à la surface du sol. Donc en fait, effectivement, et c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que dans les différentes diapos et dans le déroulé, je parle souvent du rouleau, parce que ce soit avant de semer ou après avoir semé, concrètement, c'est un super outil. Même pour ceux qui ont décidé de plus travailler le sol, normalement, vous avez au moins un rouleau, quoi. Donc surtout, ne vous privez pas de ça, parce qu'effectivement, on a la possibilité d'enfermer les limaces dans le sol. Je crois plus à enfermer les limaces dans le sol qu'à les écrabouiller en roulant. Voilà, si je dois donner un propos, vous avez la possibilité, elles n'ont pas la capacité à forer le sol. Donc à partir du moment où elles sont fermées dans le sol, vous allez être plutôt tranquille sur la partie aérienne. Par contre, attention, parce que si vous avez fait lissage en fonderie de semis, pas de protection sur la ligne de semis et qu'en plus vous venez les enfermer, là, l'autoroute qu'elles vont prendre, du coup, elles vont effectivement, si vous avez un peu de motte et que vous n'arrivez pas à avoir un bon contact terre-graine, ne vous inquiétez pas, les limaces, elles vont bien trouver les graines par contre. Ok. Et donc dans ce cas, j'ai encore une question. Alors Euh, vas-y, écoute, t'en connais. on a les doses, on a eu les doses qui ont été partagées pour les apports en plein, mais est-ce que si je mets en ligne de semis, j'adapte cette dose à la baisse proportionnellement à la surface travaillée par la ligne de semis et l'élément semeur? Si tu travailles avec des granulos adaptés, c'est-à-dire des petites granulos qui vont te permettre effectivement de baisser la dose, mais d'avoir toujours une protection au mètre linéaire qui soit significative, ouais, il y a vraiment un levier important en termes d'économie. Et encore une fois, moi, je pense qu'il faut vraiment le replacer dans une stratégie. Je démarre de bonne heure mon observation, je vois que j'ai quelques bestioles, ben, je mets en place la lutte alternative par le travail du sol ou une application anti-limace avec une dose modulée. J'arrive au moment du semis, je sais que je vais avoir des conditions difficiles, mais les limaces sont toujours là. Ben, je fais dans la ligne de semis une protection, voilà, 3-4 kilos en fonction des populations que j'ai et de ce que j'ai déjà appliqué.
Et puis après, ben, je regarde, je surveille ma levée avec ben, notamment mes piégeages ou le limacapt. Est-ce que j'ai des limaces ou pas? Et est-ce que je réinterviens ou pas? Mais des fois, je passe juste un petit coup de rouleau. J'ai mon phénomène d'évitement d'activité qui est là. Ma culture, elle finit par lever, des conditions un petit peu sèches à l'issue. Et puis, ben, j'ai passé le stade critique sans trop de problèmes, quoi. Vous voyez, il y a vraiment des choses. Enfin, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'observe pas. Et sans observer, enfin voilà, moi, je ne peux pas gagner un match si je ne connais pas mon adversaire. Ben, si vous avez compris ça. Et aujourd'hui, il y a des outils. Voilà, vous avez les outils. Il y a tout. En fait, on a la chance en France de ne pas avoir de résistance sur les matières actives qui sont aujourd'hui sur le marché. On a une grosse voie de travail du sol qui a un impact très significatif sur nos bestioles. Et il faut juste mettre les choses dans l'ordre, mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et on arrive à des coûts de protection qui sont hyper intéressants, quoi. Aujourd'hui, on est sur des contextes économiques agricoles qui sont tendus. Clairement, il y a aussi une voie d'économie à aller chercher en appliquant, vous avez compris, au bon endroit, au bon moment et à la bonne dose, quoi. Avoir une vraie stratégie pour gagner le match contre les limaces. Très très clair. Eh ben, je n'ai plus de questions et je pense que ce que tu viens de dire, ça nous fait un très beau, un très joli mot de la fin. Euh, peut-être un mot, si les gens ils veulent te contacter, donc ils peuvent passer par nous ou sur ton contact qui s'affiche sur ta diapositive, j'imagine. Oui, voilà. Bah après, oui, ou par mail. Hein, j'ai pas remis mon mail, mais il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez vous adresser. Et puis après, ben, évidemment, nous, on a quand même la force du collectif aussi. Donc, vous avez, moi, je suis responsable technique national, mais vous avez tout à fait mes collègues aussi en région qui sont en mesure de pouvoir faire des animations à la fois sur la partie formation, sur la partie démo épandage. Moi, je vous invite vraiment à aller voir ce genre d'exercice-là et parce qu'on peut vous présenter 1000 diapos, mais quand on est autour d'un épandeur dans les champs, qu'on vous voyez concrètement ce qui est réalisé et en termes de travail, bah, ça vous fait prendre conscience de choses. Bah, voilà, c'est pas un diaporama, c'est pas un graphique, c'est vraiment ce qu'on peut observer, qu'on peut commenter et on se rend vraiment compte des choses. Donc les deux sont complémentaires. Je pense qu'il faut partir une petite partie en salle pour, ben, vous voyez tout ce qu'on a abordé comme aspect aujourd'hui. On est quand même passé très rapidement. Et puis après, il y a cette partie démo sur le terrain qui forcément est impactante. Et moi, je vous invite vraiment à vivre ces exercices-là. Eh bien, je te remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Vous avez bien sûr le replay pour revenir sur la présentation. Et puis, je souhaite une bonne après-midi, une bonne moisson à tout le monde alors. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir.